bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Mi-juillet, la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication auditionnait Stéphane Lissner, directeur général de l'Opéra de Paris, et Martin Hachdari, directeur général adjoint. En effet, après les grèves contre la réforme des retraites et la crise sanitaire, ils ont fait le bilan économique de ces derniers mois et évoqué les perspectives pour l'avenir. Je vous propose de regarder ces échanges et on se retrouve après. Nous sommes inquiets de la situation des publics et la façon dont les publics aussi vont pouvoir et vouloir retourner donc au spectacle. Nous aurions bien sûr préféré que cette audition porte sur le bilan de vos 6 années à la tête de l'Opéra de Paris, mais cette audition, c'est aussi l'occasion peut-être de nous en dire quelques mots. Vous quittez vos fonctions, je tiens à le rappeler à mes collègues, de directeur général à la fin de l'année. Nous savons à quel point cet opéra a déjà souffert ces dernières années des attentats de 2015. Je citerai parmi les événements qui ont marqué aussi la vie de la maison ces attentats, les manifestations des Gilets jaunes et bien sûr les manifestations autour de la réforme des retraites. L'annulation supplémentaire de plus de 150 représentations depuis le début de la crise sanitaire porte aussi indéniablement un coup sévère à l'établissement. Donc nous aimerions en savoir un peu plus sur la santé financière de l'établissement qui, si j'ai bien compris, vous allez nous le confirmer, enregistre aujourd'hui un déficit de 45 millions d'euros. Nous aimerions aussi comprendre l'attitude du ministère de tutelle dans ce contexte, son positionnement et puis les perspectives pour l'avenir. Monsieur Hachdari sera sans doute bien placé pour nous en parler. Quelle stratégie envisagez-vous pour sortir de la crise, pour reconquérir les publics, reconquérir bien sûr aussi les mécènes dans les mois à venir? Et puis au-delà de ça, Monsieur Lissner, nous serions très intéressés aussi que vous puissiez partager votre longue expérience du monde lyrique que vous connaissez particulièrement bien et nous indiquer quels sont les défis auxquels ce monde va être confronté. Moi, je serais très intéressée de le savoir. Nous avons besoin, en tant que parlementaires, être alimentés de votre réflexion sur un sujet, pour nous, d'extrême importance. Voilà. Merci d'avoir écouté patiemment ce propos liminaire. Nous sommes heureux aussi de retrouver Martin Hachdari dans d'autres fonctions que celle de l'audiovisuel et des médias. Nous le connaissons de longue date. Bienvenue encore une fois parmi nous. Donc je vous laisse la parole à l'un et l'autre pour un propos liminaire. Voilà, et ensuite un jeu de questions-réponses. Merci beaucoup. Vous avez débuté votre propos en parlant de la situation des opéras en général. Il s'avère que la situation des opéras est un peu différente en ce qui concerne son modèle économique. Si vous voulez, il y a au fond deux paramètres très distincts. Les opéras qui sont financés largement par un financement public et les opéras qui se financent largement par un autofinancement. Quand vous prenez l'Opéra de Paris, qui est à peu près financé à hauteur de 56 à 60%, suivant les années, en autofinancement, il est évident que les recettes vont jouer un rôle déterminant. Et lorsque vous avez un opéra qui est à 60 ou 70% de financement public, le fait qu'il arrête son activité ne va pas énormément lui créer de problèmes économiques. Donc ça, c'est la différence. Donc si vous regardez l'Opéra de Paris, si vous regardez Covent Garden, si vous regardez la Scala de Milan, si vous regardez le Metropolitan Opera, ce sont des institutions qui vont être dans des difficultés extrêmes. Si vous regardez les opéras de plus petite taille et dont le financement public est largement supérieur aux recettes propres, évidemment, ces établissements ne connaîtront pas les mêmes difficultés économiques. Alors, en ce qui concerne l'Opéra de Paris, malheureusement, nous sommes dans une situation où le financement public maintenant est largement inférieur à 50%. Et donc je dirais le premier problème pour moi qui se pose pour aujourd'hui mais pour le futur dans le cadre du modèle économique, c'est que pendant des années le financement public a couvert
le coût du personnel, donc a couvert les frais fixes. Aujourd'hui, le 1er janvier, il manque environ entre 30 et 35 millions d'euros pour arriver à couvrir le montant des salaires, qui représente à peu près 100 millions d'euros sur un budget de 230 millions d'euros. Ajouter à ça, évidemment, les recettes de mécénat, les recettes des visites Garnier, etc., etc. Mais on voit bien que le modèle économique aujourd'hui ne peut pas supporter soit des crises sociales comme nous avons eues. Vous avez parlé, alors, crise qui était liée qui n'est pas une crise sociale bien sûr, qui était liée aux attentats, mais il y a eu ensuite effectivement les grèves liées à la loi El Khomri, il y a eu ensuite les week-ends des Gilets jaunes, mais on pourrait ajouter par exemple les grèves de la SNCF. Je ne parle pas des dernières grèves, mais je parle des grèves qui ont précédé, dans lesquelles on avait des gros problèmes de remplissage le week-end, puisque la SNCF, les gens ne venaient plus, ne venaient plus de province. Puis il y a eu effectivement la réforme des retraites, où là on a subi un choc très violent. Je dirais d'abord au mois de décembre, on pouvait... Voilà, je vais donner un avis personnel. On pouvait éventuellement comprendre une réaction forte de l'ensemble des syndicats et du personnel, puisqu'au fond, on suspendait une caisse de retraite qui existait depuis 350 ans. Et au fond, je pense que l'État n'a pas été au rendez-vous en proposant un projet alternatif à cette substitution, à cette annulation de cette caisse. Par contre, on a eu plus de mal, nous, comme dirigeants, à comprendre que les grèves ont pu continuer ensuite à partir au mois de janvier, alors que l'ensemble du pays, SNCF et RATP, reprenaient leur cours. Tout ça pour dire que cette période a été très difficile. Et au moment où il restait encore non plus une grève perlée qui a repris à partir du mois de février, 15 février, 20 février, nous sommes tombés dans le Covid. Donc, c'est certain que là, depuis le 5 décembre, on vit une période très grave qui a créé des déficits importants sur l'année 2019, d'autant plus dommageable que le 5 décembre, nous avions une année 2019 exceptionnelle. On était même en avance sur tous les résultats, puisqu'on était environ à plus de 4-5 millions pratiquement de résultats positifs. Et puis nous avons perdu entre le 5 décembre et le 31 décembre 2019 environ 15 à 16 millions d'euros, ce qui fait que, en gros, on a fini avec un déficit de 12 millions d'euros pour l'année 2019. Et puis on est reparti à partir de 2020 avec la continuité des grèves jusqu'au 24 janvier, pour être précis. Là, on a perdu de nouveau environ 5 millions d'euros. Et puis ensuite, on est rentré dans la pandémie. Voilà. Donc, première réponse, la situation de l'Opéra de Paris comme institution avec des recettes propres d'environ 60%, son modèle aujourd'hui ne peut pas supporter et ne supportera pas dans le futur des crises sociales ou une crise sanitaire comme on vient de le connaître. J'ajouterais que au niveau de l'organisation, avant mon arrivée et aussi à travers la gestion que j'ai faite à partir de 2014, il y a eu environ 110 postes, entre 110 et 115 postes exactement qui ont été supprimés dans les 10 dernières années, ce qui nous amène à 1480 postes fixes et environ 300 postes à durée déterminée. Oui, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. Donc 1480 à durée indéterminée, environ 300 intermittents, plus ou moins. On pourra comparer ces chiffres, si vous le voulez, avec les autres grands établissements internationaux. Et on verra que l'Opéra de Paris se défend très bien de ce point de vue-là au niveau de sa gestion. Car je rappelle, on a tendance parfois à l'oublier, que nous avons 2 théâtres, un théâtre de 2700 places et un théâtre de 2000 places, une école de danse à Nanterre et des ateliers à Berthier. Donc, ça pose cette question. Ça pose la question du modèle économique et de l'engagement de l'État. Je crois que l'établissement a fait beaucoup d'efforts dans les dernières années. Les financements publics ont baissé de l'ordre de 10 à 15 millions d'euros la subvention. Ça dépend à partir de quand on prend cette diminution. Mais en gros, il y a à peu près 10-12 ans, on était à 107, 108 millions d'euros. Et aujourd'hui, on est à 97. Donc il y a une baisse sensible. Je rappelle juste un chiffre qu'il faut connaître, c'est qu'il y a une augmentation mécanique du fait
de l'ancienneté et que chaque année, avant de parler de NAO, on est à 1,60% d'augmentation de salaire, quoi qu'il arrive. Donc si vous baissez les subventions et que vos frais fixes augmentent chaque année d'environ 1,6%, merci monsieur, 1,6 d'augmentation, vous ajoutez à ça des mesures nouvelles inévitables, vous êtes autour de 2,2% par an donc d'augmentation des coûts et une subvention en diminution ou qui stagne, les courbes se croisent. Ça c'est pour, disons, parler du modèle. Après il y a beaucoup d'autres questions, mais je pense que on va... Tu veux ajouter quelque chose, Martin? Monsieur Ajdari, suite aux propos de Monsieur Lissner, comment pouvez-vous compléter donc, Non, ce sera très bref, puisque l'essentiel a été dit, mais donc l'année 2020 qui est en cours, pour faire un état des lieux, ça reste malheureusement principalement des constats budgétaires, mais on a effectivement dû annuler tous les spectacles du début mars jusqu'à la fin de la saison en juillet. Puis, par ailleurs, face aux incertitudes de la rentrée, anticiper des travaux prévus l'an prochain, en 2021, pour qu'ils aient lieu cette année, plutôt que de recommencer dès le début septembre avec un doute assez important sur la capacité à accueillir correctement le public. Ça a conduit à une annulation presque complète de tous les spectacles entre mars et la fin novembre à Bastille et la fin de l'année 2020 à Garnier. Et ça se traduit évidemment, comme l'a expliqué Stéphane Lissner, comme on a besoin de jouer pour couvrir les frais fixes, contrairement à la plupart des théâtres qui ont une subvention qui couvre leurs frais fixes et donne une marge artistique pour financer l'activité artistique. C'est pourquoi, dans le monde du spectacle vivant, on parle souvent de marge artistique. C'est ce qui, en plus de la couverture des frais fixes, vient financer l'artistique. À l'Opéra de Paris, il faut jouer pour couvrir les frais fixes. Et donc là, on a toute une année où on ne joue pas ou quasiment pas jusqu'à la fin de l'année. Et donc, on va effectivement finir l'année 2020 avec une perte de l'ordre de 40 millions d'euros. L'essentiel, 45 millions d'euros même, 45 millions d'euros. Donc l'essentiel est lié au Covid. Il y a 5 millions qui sont liés aux grèves de janvier, 40 millions liés au Covid. L'établissement avait, à la fin de l'année 2019, un fonds de roulement, des réserves en quelque sorte, qui peuvent lui permettre d'investir. On a de gros besoins d'investissement dans l'outil de production, dans le bâtiment, dans les aspects patrimoniaux du bâtiment pour les années à venir. La vingtaine, trentaine de millions d'euros de réserves dont l'établissement disposait encore à la fin de l'année 2019 seront négatives, passeront à moins 20 millions d'euros à la fin de l'année 2020. Et c'est évidemment une perspective assez angoissante parce que l'absence de réserve, c'est ne pas savoir si on pourra effectivement maintenir correctement l'outil de travail, l'outil de production et sa sécurité. Et c'est par ailleurs aussi une contrainte par rapport à toute prise de risque, toute innovation. Encore une fois, comme on a un modèle économique qui dépend de plus en plus des recettes commerciales, si on n'a pas des réserves ou un fonds de roulement qui permet de faire face à des aléas, y compris commerciaux, la tentation va être de prendre de moins en moins de risques. Et donc, quelque part, d'affadir le lien entre l'Opéra de Paris et la création. Or, ce qui est un des éléments fondamentaux de l'Opéra de Paris, c'est qu'il y a un répertoire, il y a des œuvres qui attirent un public large, qu'il faut renouveler, mais qui ont un succès à peu près garanti. Il y a aussi des prises de risques de la création. Enfin, Stéphane Lissner en a produit quelques exemples particulièrement emblématiques. Moses et Aaron, les Indes galantes, qui ont permis de faire une incursion de la culture urbaine dans la musique baroque. Et ça, ce sont des prises de risques qui ne sont plus possibles si on n'a pas un minimum de réserve pour faire face aux aléas. J'ajouterais peut-être deux mots, un de constat et de comparaison. Effectivement, on a une subvention en valeur absolue qui est très importante, 95 millions d'euros, mais elle a baissé de 15 millions d'euros au total en 10 ans. Si on y ajoute l'inflation, c'est quasiment 25% de baisse d'inflation. On a en face, dans le spectacle vivant en général, ce qu'on appelle la loi de Baumol, il n'y a pas de rendement croissant, il n'y a pas de gain de productivité. Ce qui fait que la progression des charges salariales a un impact sur le coût des théâtres. Ça, c'est pas propre à l'opéra, mais c'est vrai de toutes les activités de spectacle vivant. Et donc, on a un effet de ciseau, une tension qui se crée entre l'évolution des recettes et l'évolution des charges. L'évolution des recettes, depuis 10 ans, elle a pu être portée par une hausse de la billetterie qui atteint des niveaux quand même extrêmement importants aujourd'hui, et du mécénat. On voit que ces deux leviers
la billetterie avec des places qui atteignent souvent 200 €, parfois plus, parfois un peu moins, se heurtent aux limites que peuvent assumer les spectateurs, particulièrement dans une phase où on aura moins de spectateurs internationaux, où les spectateurs auront un pouvoir d'achat qui va être plus en tension, en tout cas plus d'hésitation à aller vers ce type de dépenses. Et du point de vue du mécénat, Stéphane Lissner a doublé le mécénat depuis 2014. C'est un triplement depuis 2005. Là aussi, le mécénat atteint ses limites parce que le contexte fiscal, le cadre fiscal a été plutôt resserré récemment dans la loi de finances pour 2020, parce qu'une bonne partie des entreprises mécènes, notamment les entreprises moyennes, hésitent. Et là, on voit, il y a à peu près un tiers de recettes de mécénat qui vont diminuer en 2020. Hésitent à investir à un moment où elles doivent demander des efforts ou des sacrifices à leurs salariés. Donc on a des grands partenaires historiques qui restent fidèles, mais tout un ensemble de donateurs, de mécènes intermédiaires qui, eux, ont tendance à se replier. Et donc on ne pourra pas tabler sur ces recettes-là de manière générale dans le contexte où nous étions avant la crise et a fortiori depuis la crise. Donc, voilà, on a cette problématique d'absence de fonds de roulement négatifs, de perte de toutes nos réserves. On a une trésorerie qui reste légèrement positive parce que les spectateurs payent leur billet à l'avance. Donc, pour une part, il y a une situation excédentaire de trésorerie, mais c'est de plus en plus ténu. On a eu à ce stade, comme établissement public et comme la plupart des établissements publics, aucun soutien de l'État en 2020. Mais parce que l'État a considéré, ce qui peut s'entendre, qu'il fallait commencer par soutenir les structures privées dont l'existence était directement menacée, les établissements publics ayant une forme de garantie implicite. Donc ça peut s'entendre pendant quelques semaines, quelques mois, mais à un moment ou à un autre, il faut qu'on sache où on va. Et donc, comment on va reconstituer nos réserves? Comment est-ce qu'on va pouvoir fonctionner en 2021 avec un niveau de recettes propres qui va forcément être affecté par une crise sanitaire et économique, qui n'est pas uniquement sanitaire, qui est aussi économique. Et on ne connaît pas ni l'ampleur ni la durée de ces deux crises, d'ailleurs. Donc, c'est une des doubles difficultés auxquelles on va être confronté dès l'année prochaine. Je me permettrai, si vous voulez bien, d'ajouter un point important qui a été évoqué par Martin pour préciser la question liée aux investissements. Nous avons une demande en moyenne, je parle de demande tout à fait raisonnable de l'ensemble des services liés essentiellement à la sécurité, mais liés aussi bien sûr à l'entretien des bâtiments. Nous avons une demande environ qui tourne autour de 20 à 22 millions par an. Nous arbitrons finalement et nous tournons à la fin sur un résultat autour de 10 à 12 millions d'euros. Pour votre information, l'État nous donne 1,5 million d'euros par an. Donc, il est évident que cet argent-là, il faut le prendre sur nos résultats, soit à travers la CAF, soit à travers le fonds de roulement, si les résultats... Voilà. Donc, vous comprenez bien qu'en 2019 et en 2020, ces questions d'investissement, qui portent beaucoup sur la sécurité, donc sont des travaux nécessaires. Voilà, l'État a financé avant à hauteur de 6 millions d'euros il y a quelques années, et aujourd'hui le financement est de 1,5 million d'euros. Donc c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet parce que ces investissements, ils sont nécessaires chaque année. Et donc Martin parlait à juste titre de la question de la création et de la question du répertoire. Hein. Comme vous le savez, l'opéra, c'est à peu près 15 titres qui se vendent très bien, et ensuite, il faut créer autour des autres titres un événement, soit à travers la qualité des artistes, soit à travers la qualité, bien sûr, du chef, des chanteurs ou des metteurs en scène, soit la découverte, en espérant que cette découverte va intéresser le public. Mais il ne faut pas se leurrer, le répertoire de l'opéra, c'est 75 titres, et dans ces 75 à 80 titres, vous avez à peu près 15 titres qui se vendent vraiment bien, et encore, parce que comme vous les reprenez régulièrement, vous épuisez aussi le public. Et en France, on est beaucoup plus intéressé par la théâtralité à l'opéra que par les voix, ce qui fait que quand vous reprenez une Traviata que vous avez fait 4-5 fois à Vienne ou à Munich, eh bien, le public est très intéressé de découvrir la nouvelle Violetta qui va chanter le rôle. En France, on entend, écoutez, on a déjà vu le spectacle. Et ça, c'est aussi un problème culturel qu'il faut savoir, et qu'en France, effectivement, nous ne sommes pas vraiment, on peut dire, un
pays musical, et donc le théâtre a pris le pas vraiment sur la musique par rapport à la perception que le public a aujourd'hui de la représentation, ce qui pose un problème du répertoire, car vous imaginez bien que si un Barbier de Séville ou une Traviata, vous pouvez le jouer pendant 25 à 30 ans à Berlin, ici vous le jouez pendant 7, 8, 10 ans maximum, c'est-à-dire une fois que vous l'avez fait 4 ou 5 fois, c'est terminé. Alors que si vous regardez à Londres, si vous regardez aux États-Unis, au Metropolitan Opera, on joue la Bohème de Zeffirelli de 1962. Donc vous voyez bien que là, il y a en France cette question-là. Ça vient du fait que nous sommes un pays bien plus théâtral que musical, et puis ça vient aussi du fait, je le dis juste en passant avec un peu d'humour, que la presse qui reproche souvent la théâtralité à l'opéra, si vous regardez les articles des journalistes, de tous les journalistes, vous verrez qu'ils parlent 80% de la mise en scène et à la fin un petit peu des chanteurs et du chef d'orchestre. C'est-à-dire que ce qui nous est reproché, finalement, quand le théâtre prend trop de place, eh bien c'est justement ce que la presse régulièrement défend. Donc si vous entraînez le public à travers l'idée de la théâtralité, on dit pas le Don Giovanni de Mozart, on dit le Don Giovanni de Haneke. Donc, vous voyez bien, maintenant, même le titre est accolé, le nom du metteur en scène est même accolé au titre. Donc, c'est une question importante parce que ça renvoie à l'économie de la maison et ça renvoie à la question du répertoire. Et c'est pour ça que c'est très compliqué aussi de créer un répertoire durable dans une maison comme celle-là. Et vous imaginez bien que faire une nouvelle production, ça coûte beaucoup plus cher, évidemment, que de reprendre une production existante. C'est des chiffres qui ne sont pas comparables. Quand vous avez une production, je vous donne un exemple très rapide, quand vous avez une production comme le Barbier de Séville que vous reprenez, vous pouvez espérer sans aucune difficulté à faire pratiquement 150 000 à 200 000 euros de bénéfices à l'Opéra Bastille. Et quand vous faites une nouvelle création du Barbier de Séville, bien vous allez plus ou moins équilibrer le nombre de représentations. Donc sur des séries de 10, 12 représentations, vous allez avoir un gain de 2, voire 3 millions d'euros sur une reprise, et vous allez avoir plus ou moins un peu plus que l'équilibre, mais en tout cas pas ces chiffres-là. Donc, qui dit remplacement du répertoire dit dépenses supplémentaires. Et qui dit spectacle repris trop souvent, eh bien petit à petit le public diminue et donc les résultats économiques s'en suivent. C'est une question importante. Nous sommes dans un pays dans lequel le public est attiré avant tout par le spectacle. Merci pour toutes ces précisions. Quelques mots avant que je ne donne la parole à mes collègues et pour rebondir sur ce qu'a dit Martin Achdari, notre commission s'est beaucoup mobilisée sur l'équité des aides à apporter à tout type de structure en période de crise. Je pense aux mesures de chômage à temps partiel, par exemple, qui ne s'appliquent pas aux établissements publics. J'ai encore écrit à Roselyne Bachelot en fin de semaine dernière. Je lui redis oralement que c'est pas tenable. C'est pas tenable. Il y a beaucoup de maisons en France d'opéra qui fonctionnent comme des établissements de coopération culturelle qui vont se trouver dans les plus grandes difficultés dans les semaines à venir. Voilà, alors je donne la parole à Sylvie Robert pour un premier volet de questions, chère Sylvie. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci à vous pour ces propos, mais qui sont... finalement, on n'est pas si surpris que ça, très préoccupants et même vertigineux dans la perspective et la prospective que vous nous dessinez. Le groupe de travail que j'ai animé avec un certain nombre de mes collègues qui sont ici présents a notamment révélé un manque de visibilité assez tôt de la part de l'État pour, je dirais, commencer à accompagner les acteurs sur la reprise de la saison. Et vous nous dites vous-même que vous allez reprendre, et on l'a bien compris, ce qu'on dit maintenant dans un mode dégradé, c'est-à-dire pas dans les conditions normales forcément, et même en décalage, avec apparemment au mois de novembre pour Bastille et fin de l'année pour Berthier, pour Garnier. Est-ce que vous attendez encore des clarifications un peu sur cette rentrée, un accompagnement en termes de visibilité, de précision, ou comment avez-vous pris ces décisions,
Est-ce que c'est eu égard, bien sûr, au modèle économique et à tout ce que vous nous avez, bien sûr, décrit? Et puis, finalement, ça révèle aussi le mode de fonctionnement de l'art lyrique, de l'opéra, avec les répétitions, le temps, tout ce que vous avez dit en termes de répertoire. Est-ce que pour autant des répétitions ont lieu dans les salles? Est-ce que vous avez commencé à finalement quand même enclencher une activité sans public? Et pour vous, comment allez-vous retrouver cette confiance dans le public? Avez-vous déjà des idées pour qu'ils reprennent confiance pour revenir dans vos salles? La deuxième chose, mais vous l'avez dit, donc je ne m'étendrai pas, c'est la question du mécénat. On avait déjà mesuré que ça allait être en cascade forcément que ça allait avoir des conséquences préoccupantes. Et Alain, notre collègue, il reviendra peut-être, mais on voit bien que la question du mécénat, et notamment sur des modèles économiques comme le vôtre, va peser et bien sûr est encore un sujet de préoccupation. Alors, est-ce que par exemple sur la question du prix des places, vous allez faire quelque chose? Comment? Mais je comprends en même temps la difficulté de votre modèle. Mais ce sont des questions importantes. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez déjà commencé à finalement élaborer une stratégie, à la fois une stratégie en termes de modèle économique un peu différent, mais aussi une stratégie envers les publics. Et enfin, vous nous avez parlé donc de l'anticipation des investissements, notamment sur les projets d'entretien et de mise aux normes des sites de Garnier et de Bastille. La salle modulable, où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'elle est encore d'actualité? Et je pense que sur le site de Bastille, vous deviez contribuer à hauteur quelques millions d'euros. Pour la salle modulable. Pour la salle modulable. 10 millions d'euros. 10 millions. Qu'en est-il aujourd'hui, eu égard à ce que vous nous avez dit? Je ne sais pas. Mais voilà, 3 questions assez simples, mais qui, en tout cas, nous intéressent beaucoup parce qu'on mesure l'ampleur des conséquences de cette crise et sur les maisons d'opéra et l'art lyrique. On a tous, moi je suis à Rennes, c'est un tout petit opéra, mais en même temps on voit bien que à la fois le modèle économique et aussi le mode de fonctionnement de votre discipline induit peut-être des réflexions de fond et structurelles pour demain. Je suis venu à Rennes voir Inondation il n'y a pas très longtemps, et c'était un très beau spectacle. Oui. Alors, non, Martin, je pense, répondra, si tu veux bien, sur la salle modulable, qui est une chose un peu complexe, et on a un peu de difficulté encore à comprendre bien ce qui va se passer, mais Martin va essayer de... Non, je voudrais répondre à la première question au niveau de la stratégie. J'ai proposé à l'État d'anticiper les travaux. Vous savez que les travaux étaient prévus à l'été 2021. L'été 2021, ça correspondait, par rapport à la programmation, à mon départ et à l'arrivée de mon successeur. Et donc, j'ai estimé qu'avec les incertitudes qui pesaient compte tenu de la crise sanitaire, j'ai estimé que c'était absolument plus intelligent de faire ces travaux maintenant, ne sachant pas comment on allait recevoir le public à partir du mois de septembre, octobre, novembre. Et je crois malheureusement que j'ai eu raison d'anticiper, parce que c'est pas certain qu'on va pouvoir les recevoir comme justement on peut espérer les recevoir en 2021. Et donc j'ai considéré qu'il valait mieux faire les travaux maintenant plutôt que de refermer de nouveau et d'arrêter la machine de nouveau en 21 pour 4 mois, au moment où arrive mon successeur et où il a besoin au contraire d'avoir les meilleures conditions pour commencer son mandat. Donc finalement, ça c'était le premier point important. On a mis pas mal de temps à avoir la réponse, mais nous avons fini par l'avoir. On a perdu un peu de temps, je crois que ça a quand même duré entre 5 et 6 semaines pour avoir la réponse, donc on a perdu un peu de temps, et le temps pour nous en ce moment c'était assez important parce que ça décalait le travail de programmation alternative que je voulais mettre en place à partir de septembre à Garnier, en considérant que nous faisions les travaux du cintre et que, en fermant le rideau de fer, nous pourrions, en relevant la fosse d'orchestre, avoir une programmation de concert et une programmation de ballet. Ce qui fait que Garnier ne sera pas fermé. Garnier, à partir du 19 septembre, fera tous les week-ends, enfin presque tous les week-ends, des concerts, et il y aura 20 représentations d'un ballet classique
à partir du 4 octobre, et il y aura ensuite 20 représentations d'une soirée contemporaine avec le ballet. Ce qui fait qu'il y aura quand même une activité régulière avec des concerts de musique de chambre jusqu'à la petite messe solennelle de Rossini ou le requiem de Fauré, etc. Donc avec le chœur également. Donc ça, c'était une programmation alternative. On l'a mis en place, on va l'annoncer dans les jours qui viennent, elle est maintenant prête. Et puis à Bastille, par contre, comme vous l'avez dit justement, là on ne peut rien faire, donc on doit redémarrer à partir du 23 novembre. On va faire un cycle de la tétralogie et on essaye avec Martin de faire le deuxième cycle à Radio France. Pourquoi ? Parce qu'en faisant 2 cycles en version concert, ça obligeait à supprimer beaucoup de représentations de la Bayadère, de Carmen et de Traviata qu'on espère jouer. Et moi, je dois veiller à l'équilibre pour que tout le monde puisse revenir. Et donc, il faut aussi que les danseurs étoiles puissent danser, que le corps de ballet travaille, que le chœur chante dans Traviata, car comme vous le savez, à part le crépuscule des dieux, dans la tétralogie, le chœur ne chante pas. Et donc, tout ça, j'ai essayé d'avoir un équilibre. Donc, ça, c'est la stratégie au niveau de maintenant jusqu'à la fin de l'année, en considérant qu'à partir de janvier, les 2 théâtres seraient normalement en conditions normales. Et donc, à partir de l'été prochain, ce qui permettra d'ailleurs à mon successeur également de prolonger la saison, que j'avais fini le 30 juin pour débuter les travaux, et je sais qu'il est en train de travailler pour prolonger maintenant la saison sur le mois de juillet, parce que ce qui dit ballet, etc., c'est aussi financièrement intéressant de prolonger la saison. Ça c'est la stratégie, disons, générale, travaux, reprise. Ensuite, dans quelles conditions ça va se passer ? C'est extrêmement compliqué pour nous de répondre à cette question. Hier, nous avons fait 2 concerts à Garnier. Nous avons fait avant-hier soir un concert pour les abonnés, les mécènes, et hier soir pour le personnel soignant et pour un certain nombre, Secours catholique, SAMU social, Croix-Rouge, etc. Concert traditionnel gratuit du 14 juillet. On avait à peu près 1000 personnes dans la salle, en respectant les règles sanitaires, c'est-à-dire qu'un couple peut être 2, et puis ensuite il y a une place, etc. Donc on arrive à peu près à une demi-salle aujourd'hui. On avait demandé aux gens de rester masqués, même si ce n'était pas obligatoire, donc les gens ont gardé leur masque pendant toute la représentation, tout le concert. On a supprimé l'entracte, de manière à ce qu'il n'y ait pas de déplacement, etc. Et ça va poser un problème pour la suite, parce qu'on ne peut pas faire Traviata sans entracte. Là, on a un autre problème qui va se poser à la rentrée. L'opéra ne peut pas se jouer sans entracte. Donc ça, c'est déjà un sujet. Ensuite, dans les gestes barrières aujourd'hui, le chœur ne peut pas fonctionner sur la scène et les danseurs non plus, par définition. Même si on a vu au concert de Paris hier soir le baiser volé de Prejlocage, ils étaient 2, ça va, et ils peuvent éventuellement se mettre l'un près de l'autre, mais on ne pourra pas le faire au niveau du corps de ballet, on ne pourra pas le faire au niveau du chœur. Donc ça pose un autre problème. Si nous sommes obligés de respecter sur la scène les gestes barrières avec 105 choristes, etc., sans parler de la fosse d'orchestre, qui pose un problème, on pourrait aller jusqu'à une nomenclature, on va dire, mozartienne, c'est-à-dire 45 à 60 musiciens, mais on ne peut pas faire une tétralogie avec 120 musiciens. Donc il faut mettre l'orchestre sur le plateau, avec la distanciation, telle que nous avons fait. Donc là, on navigue un peu à vue, parce qu'on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Alors on a préparé tout ça, on espère que le 23 novembre on sera en condition de jouer. Dans quelles conditions on sera Comment on peut faire même un bilan prévisionnel? C'est très compliqué. Après, vous avez parlé il y a plein de questions que vous avez données, vous avez parlé du prix des places. Moi, je suis comme vous. Je suis convaincu que le prix des places est déjà un problème, parce que nous ne racontons pas l'histoire. Dès qu'on sort de nouveau dans ce fameux répertoire des œuvres les plus célèbres, nous avons beaucoup de mal à vendre la première côté. Je vais vous donner un chiffre assez frappant. Il y a 15 ans, à peu près, le directeur était Gérard Mortier, et il y avait à peu près, de mémoire, entre 27 et 30 millions de billetteries. Nous sommes aujourd'hui à 77 millions. C'est-à-dire que nous avons plus que doublé dans les dernières années la billetterie, et nous avons plus que doublé le mécénat, puisque nous sommes passés en gros de 8-9 millions à 19 millions cette année.
Et là se pose le problème de la nouvelle loi, car vous le savez qu'on a abaissé de 60 à 40%, enfin je pense que vous connaissez ça mieux que moi, donc c'est une question. En plus on a limité évidemment ensuite le montant de ce mécénat, donc nous on va être impactés. Alors on ne va pas être impactés avec les grandes sociétés, soit parce qu'elles sont étrangères comme Rolex par exemple, qui lui n'est pas impacté, soit parce que ces grandes entreprises soutiennent l'opéra. Mais ce qui va poser des problèmes, ça va être pour les petites entreprises, et là je pense qu'on a déjà des retours qui ne sont pas très bons. Ensuite, au niveau de notre image, il ne faut pas se raconter d'histoire, on a aussi à récupérer le public à travers les grèves de décembre et de janvier qui ont énormément choqué une partie du public, une partie des abonnés, et ces grèves, elles ont eu des conséquences, elles ont encore des conséquences, et nous avons des réactions, de mécènes ou d'abonnés qui sont extrêmement fâchés de ce qui s'est passé, et là on a à récupérer cela. Donc tout ça, ça doit nous inspirer pour... Alors la rentrée, les prix sont fixés puisqu'on a vendu les abonnements, donc on ne peut pas changer, on ne peut pas revenir en arrière sur la saison 2021, tout est vendu, enfin tout est vendu. Tout ce que nous avons pu vendre avant le Covid a été vendu. Et on a aussi de ce point de vue-là une baisse de 35%, je crois, d'abonnements et de 35, c'est ça, 40, 35-40, oui. On est entre 35% et 40% de perte d'abonnements pour la saison 2021. Est-ce qu'on va la récupérer ? Moi, je pense que c'est peu probable, parce qu'aujourd'hui, il va falloir que les gens n'aient pas peur, qu'ils aient envie de revenir, etc. On voit en Europe, en tout cas, que les retours ne sont pas très brillants. Un peu partout, on voit que le public hésite à venir, et que quand on entend qu'il va falloir mettre un masque dans un endroit clos, on a l'idée même de l'endroit clos, ça touche évidemment le théâtre, le cinéma, etc. Donc je ne suis pas très optimiste, moi, de ce point de vue-là, en tout cas sur un remplissage, surtout quand on va répliquer des représentations pendant 10 ou 12 fois. Quand on fait la flûte enchantée, qu'on programme 15 représentations, on peut s'inquiéter de ça. Même si on a des demi-salles, on peut s'inquiéter. Comment ça va se passer? Donc on ne peut pas changer les prix de place aujourd'hui, ce n'est pas possible parce que les gens ont payé, donc ça nous... Donc sur cette question-là, comment on va reconquérir le public? Alors on a lancé déjà plein d'opérations. Ce qui nous a pas mal aidé, c'est tout ce qui s'est passé avec le streaming, parce qu'on a eu des résultats extraordinaires avec tous les spectacles que nous avons mis en ligne. Et aussi bien d'ailleurs avec nos opéras, avec le ballet, avec les galas et avec la troisième scène. Donc on a eu là, de ce point de vue-là, on a été assez leader, je dois dire, on a eu des résultats extraordinaires. D'ailleurs, pour vous donner un chiffre, on est, je crois, pratiquement premier, aujourd'hui on est quasiment premier mondial en ce qui concerne les réseaux sociaux, puisqu'on a dépassé 1 600 000 abonnés, entre Twitter, Facebook et j'oublie toujours le troisième... Twitter, Facebook et Instagram, voilà, merci. Et Instagram. C'est toujours un des trois que j'oublie. Je ne suis pas très addict. Donc, ça, c'est aussi... Qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va se passer? Comment on pourrait réagir par rapport à cette situation au niveau de la technologie, au niveau d'une plateforme digitale? C'est une vraie question qu'on devra se poser, parce que le streaming, tout le monde en fait. Est-ce qu'il va y avoir une autre voie possible? Est-ce qu'il va y avoir une autre proposition? Moi, je pense que oui. Et moi, je pense qu'on va arriver à... en tout cas, c'est mon idée. Pour l'instant, personne ne l'a encore lancé. Moi, je crois que, à côté du spectacle vivant, qui ne sera jamais remplacé, ni à travers l'émotion, ni la qualité de ce qu'est une représentation, moi je suis convaincu qu'on va avoir à réfléchir sur la création d'un nouvel objet qui est peut-être pas l'opéra tel qu'on le connaît, mais dans lequel on devra peut-être réfléchir sur... au fond, si on réfléchit, si on se souvient du passé, on se souvient... Par exemple, on a tous été marqués par la Carmen de Peter Brook. Et quand Peter Brook a fait Carmen, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des extraits de Carmen avec 2 pianos et il a joué ça au Bouffe du Nord. Et au fond, on s'est dit, on peut aussi donner une émotion à travers une œuvre du grand répertoire autrement qu'avec un orchestre, un chœur et toute l'œuvre. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que je pense que si on s'inspirait de cette idée-là, on pourrait imaginer très bien qu'il y ait des créations
à partir du répertoire, qui seraient des créations peut-être différentes qu'une retransmission classique, dans lequel on pourrait trouver, élargir, aller vers un public différent. C'est une question sur laquelle on peut se poser au niveau de la stratégie. Ce n'est pas à moi de la mettre en place, ce sera peut-être à mon successeur, peut-être qu'il aura cette idée, ou peut-être pas du tout. Donc voilà, moi je vous dis simplement que dans les stratégies, il y a cette idée sur laquelle on peut réfléchir. Mais c'est sûr, moi j'en suis convaincu, que à cause du modèle économique, à cause de la situation qu'on vient de vivre, etc., l'Opéra de Paris, aujourd'hui, nous n'avons pas parlé de la crise d'identité, nous n'avons pas parlé de la situation interne, nous avons beaucoup de choses à dire sur l'Opéra de Paris. On a parlé pour l'instant de tout ce qui se voit de l'extérieur, hein, mais on n'a pas parlé de tout ce que je vois ou de ce que nous voyons à l'intérieur. Il va falloir réfléchir sur le futur parce que cette pandémie nous enseigne de toute façon que, pour employer un terme un peu excessif, ça ne pourra pas continuer comme ça. Ça ne peut pas continuer comme ça. Ça, j'en suis convaincu et nous en sommes convaincus. Il va falloir réfléchir sur le modèle, il va falloir réfléchir comment affronter. Je voudrais juste finir sur encore un tout petit mot là-dessus pour vous dire que il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, avec 1500 salariés, l'Opéra de Paris est très en dessous de la moyenne européenne. Je vous rappelle que nous avons un théâtre de 2700 places, un théâtre de 2700 places avec un plateau, un des plus grands plateaux au monde, et qu'un théâtre, si vous me permettez cet exemple, c'est un peu comme un appartement ou une maison, quoi. Plus c'est grand, plus ça coûte cher. Parce qu'il faut l'entretenir, parce qu'il faut du personnel, etc. Et que sur le plateau, quand vous avez un petit théâtre, ou que vous avez un grand théâtre, vous n'avez pas le même nombre de techniciens, vous avez, etc., etc. Bon. Nous avons un théâtre de 2700 places, comparé à Covent Garden, comparé à la Scala de Milan, comparé à l'Opéra de Vienne, qui est beaucoup plus grand. Ces théâtres sont entre 1700 et 2000 places. Aucun théâtre est à 2700 places. Si vous ajoutez maintenant le théâtre de Garnier, qui a 2000 places, vous vous rendez compte que ces deux théâtres, divisons par deux, 1500 par deux, divisons par deux, ça fait 750 personnes par théâtre. Parce que la mutualisation, elle n'existe pas. Elle existe, si, au niveau de la direction générale, mais elle n'existe pas au niveau des techniciens. Je veux dire, vous ne pouvez pas utiliser les électriciens d'un côté, vous avez d'ailleurs des gens qui font les costumes pour la danse à Garnier, vous avez des gens qui font les costumes pour l'opéra, etc. Donc vous pouvez pas, on a mutualisé beaucoup, mais vous ne pouvez pas mutualiser. Si vous regardez l'ensemble de ces théâtres, il n'y a pas un théâtre en Europe qui a moins de 1000 salariés. Il n'y en a pas un. Ni la Scala de Milan, que je connais bien, ni Covent Garden, etc. Ni le Metropolitan Opera. Le Metropolitan Opera fait 200 représentations d'opéra par an. Ils en font moins que nous. Car nous, maintenant, nous avons plus de 200 représentations d'opéra, parce qu'on a les deux théâtres. Bon, ils ont 3400 salariés. Donc, il faut bien comprendre que le nombre de salariés de cette maison, de l'Opéra National de Paris, quand on dit « Ah, mais ça coûte 97 millions », ben alors, faisons la même chose, divisons par deux. Et on verra que 50 millions d'euros pour chacun de ces théâtres, ça semble une somme énorme, 97 millions. Mais quand on dit ça, Bercy dit « Mais 97 millions », je dis « Oui, mais 97 millions, mais c'est deux théâtres ». Et quand je me fâche, je dis « Mais si vous n'avez plus les moyens d'entretenir deux théâtres, il faut en entretenir qu'un ». Mais il ne faut pas nous dire que 97 millions, c'est une subvention énorme pour deux théâtres. Ce n'est pas vrai. Et ça, je pense que c'est très important de le comprendre. Et en nombre de personnel, parce qu'on a attaqué beaucoup sur le nombre de salariés de cet établissement. J'ajouterai à ces 1500 salariés dont je viens de parler, j'ajouterai l'école de danse. Je vous rappelle que nous avons une école de danse à Nanterre avec des professeurs, avec 200 élèves, une école qui est réputée dans le monde entier, qui d'ailleurs... voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on attend de nous une grande exigence. On attend une exigence de gestion, ce qui est tout à fait normal, mais on attend de nous une exigence artistique, et aussi bien pour le lyrique que pour la danse. Et donc, à un moment donné, ça coûte. Et l'opéra, ça coûte, parce qu'on ne peut pas supprimer le nombre de musiciens, on ne peut pas supprimer le nombre de ballets. Je vous rappelle que nous avons 154 musiciens pour deux théâtres, et qu'à Vienne, ils sont 160 pour un théâtre. Donc, il faut bien voir ces chiffres. Après, on peut considérer effectivement que c'est beaucoup d'argent, etc. Oui, on peut le considérer, mais on nous demande d'exploiter deux théâtres. Nous avons fait l'année dernière 500 représentations. Merci. Vous vouliez rajouter quelque chose J'ai deux, trois petits éléments peut-être, mais si vous... Sur le modèle et sur ce que vient de dire à l'instant Stéphane Lissner, on a 800-900 000 spectateurs par an, c'est à peu près autant que l'ensemble de l'offre lyrique publique en France. On a effectivement un budget, une subvention qui est importante.
mais elle représente en prix par place, en subvention par place, 30-40% de moins que chaque spectateur de l'Opéra Comique ou de l'Opéra de Lyon. Après, ce sont des modèles différents, mais il y a un effet de masse, de production, d'accès du public, et encore une fois, environ la moitié, voire plus de la moitié des spectateurs de spectacles lyriques chorégraphiques en France sont à l'Opéra de Paris tous les ans, avec une subvention qui, pour le coup, représente beaucoup moins que la moitié de l'ensemble des subventions publiques. Ça, c'est le premier élément que je voulais signaler. Le second, il y a effectivement une grande fragilité de notre art par rapport à la crise sanitaire, que ce soit pour les chœurs, que ce soit pour les danseurs, que ce soit pour les musiciens en fosse, que ce soit aussi pour les artistes qui sont souvent, qui proviennent du reste du monde et dont la capacité à venir répéter ou à jouer n'est pas évidente. Et donc, une des difficultés particulières que nous avons, un élément de fragilité très important, c'est qu'on ne peut pas interrompre ou annuler une saison à 3 mois ou à 6 mois, parce que les artistes qui répondent à un système d'engagement internationaux sont souvent recrutés 2, 3, 4 ans à l'avance. Et donc, on a moins de capacité de s'ajuster à très court terme. Donc, on a à la fois des frais fixes très importants, même nos frais variables, en fait, à 6 mois, à 9 mois, à 1 an, et parfois à 2 ans ou 3 ans, pour les principaux artistes lyriques. On les engage, on les recrute très longtemps à l'avance. Donc, on a une capacité à s'ajuster à très court terme qui est moindre. C'est un élément de fragilité. Face à la crise que nous avons connue, ça a été évoqué, le chômage partiel a été évoqué, effectivement. Nous y étions théoriquement éligibles au terme du décret qui a été pris dans le courant au début du mois de mai, ayant plus de 50% de ressources propres, mais on nous a demandé, si nous voulions avoir accès au chômage partiel, à ne pas compenser 1 euro de perte de rémunération pour les salariés, contrairement à ce qui a pu se produire à la RATP ou à la SNCF ou dans d'autres établissements publics. Et au sein de la culture et dans l'environnement public, dans la très grande majorité des cas, les salaires ont été maintenus. Au-delà des rémunérations liées à l'activité, différentes primes qui, elles, ont été perdues. Et donc, c'est un choix qu'il était difficile d'imposer aux salariés de l'opéra. L'absence de recours au chômage partiel pour une activité industrielle et commerciale comme celle de l'Opéra de Paris, ça peut représenter sur la durée d'inactivité 25-30 millions d'euros. Donc, on retrouve quand même une partie de nos pertes dans cette absence d'accès à des conditions à peu près satisfaisantes au chômage partiel. Donc ça, c'est quelques points que je voulais rappeler. Effectivement, ce que nous avons fait en cette période d'inactivité, l'audiovisuel, le numérique, il y a eu toutes les semaines une éditorialisation d'une captation audiovisuelle en partenariat avec France Télévisions, ce qui a permis d'avoir plus de 2 millions de vues, de spectacles vus sur ces offres numériques pendant la période du confinement, ce qui est quand même vraiment un résultat assez encourageant. La troisième scène a connu un nombre de visites inédits et a un débouché aujourd'hui dans les salles de cinéma avec une série de 4 courts-métrages qui sont proposés depuis la semaine dernière. On a lancé la plateforme ARIA, qui est une plateforme éducative de familiarisation avec les univers du ballet et de l'opéra, qui a déjà recruté 200 000 utilisateurs actifs. Donc on a essayé de maintenir ce lien par le numérique. Ça ne remplace pas, il faut être très clair, le lien qui peut se créer, ce qui peut se nouer dans une salle, évidemment, mais c'est important. La salle modulable, donc effectivement, projet qui est intimement lié à l'aménagement de la cité Berthier, pour offrir des salles, des espaces de représentation supplémentaires à la Comédie Française et à l'Odéon. L'Opéra de Paris, il y a des éléments de stockage. Il produisait régulièrement des répétitions de ces spectacles de Garnier, et il y a par ailleurs pas mal des ateliers et du stockage de toiles et de costumes qui y sont situés. Donc, le projet de salles modulables et d'aménagement du site de Bastille, ça consiste, pour un budget d'à peu près 60 millions d'euros qui a été arrêté il y a 2-3 ans, à armer, équiper enfin la salle modulable présente dans le site de Bastille depuis l'origine, mais qui a été laissée inexploitée, non aménagée pour des raisons de coût à l'époque. Et donc ça permet de parachever le projet de l'Opéra Bastille et d'aménager différents espaces, notamment ce qu'on appelle le site des délaissés, qui est un espace aujourd'hui non construit près de l'hôpital des 15-20, de l'aménager pour y construire une extension de l'atelier de décor et stocker ce qui est aujourd'hui à Berthier. Bon, tout ceci est une opération assez importante en investissement. C'est supposé demain permettre d'avoir des productions propres, notamment celles de l'Académie de l'Opéra de Paris, également l'accueil de productions d'esthétique,
richesse ou de densité plus diverses que ce que l'on peut donner dans nos grandes salles de Bastille et de Garnier. Ça doit permettre aussi de faire des locations événementielles pour avoir une source de revenus complémentaire et d'accueillir des répétitions pour libérer un peu de temps de plateau à Bastille et Garnier pour consolider le modèle économique. Donc tout ceci est en cours de gestation. Depuis 6 mois, 1 an, on a beaucoup travaillé avec les architectes pour faire rentrer le projet dans le budget, parce que leurs premières esquisses, comme souvent malheureusement, ont dépassé largement le budget initial, d'un bon 25%. Donc on a un travail assez dur avec eux, un travail aussi auquel participe Alexander Neff d'affinement du projet de la salle. L'idée vraiment d'avoir une salle modulable, qui ne soit pas un théâtre à l'italienne, mais qui puisse accueillir toutes sortes de configurations scéniques qui soient complémentaires des théâtres plus classiques dans leur forme que sont Bastille et Garnier. On attend de la part de l'État dans les prochaines semaines, je dirais, une confirmation, reconfirmation de ce projet dans sa dimension, dans son calendrier, alors qu'on s'attend évidemment à ce qu'il y ait un rebattage de cartes assez important d'un point de vue économique, financier, budgétaire, vu le contexte où nous sommes. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce projet continue à être je dirais, cadré au plan financier, économique, et ça j'y veille plus particulièrement. Il continue à être affiné aussi du point de vue fonctionnel et de son usage et de l'esthétique de la salle pour être vraiment complémentaire de ce dont l'Opéra de Paris dispose aujourd'hui. Et je pense qu'on aura, dans le courant de l'été, une décision de confirmation ou pas, le cas échéant. Ça, on attend je dirais, un signal ou un message de la part de l'État. Merci, Monsieur Ajdari. Alors, Monsieur Gonnet a demandé la parole. Il y a plusieurs collègues qui l'ont fait. Ils vont l'avoir. Merci, Madame la Présidente. Gonnet. Oui, tout d'abord remercier Monsieur le Directeur Général des informations précises et relativement synthétiques que vous donnez pour avoir vraiment une appropriation du problème. Heureux de retrouver Martin Ajdari, que j'ai connu au conseil d'administration de Radio France et qui nous manque, je dois le dire, parce que vous réussissiez, sans faire trop long, mais à donner à la fois avec une grande culture, une connaissance, une grande connaissance. Il n'y a pas qu'au conseil d'administration. Oui, mais je ne parle que ce que j'ai pu juger d'une grande culture et à la fois d'un intérêt pour les finances de l'État, ce qui, par les temps qui courent, présente là aussi un grand intérêt. Nous partageons d'ailleurs ce que vous avez expliqué tout à l'heure fort bien, puisque nous sommes des représentants des territoires et des collectivités territoriales, nous sommes pris dans cette tenaille entre la baisse des recettes et la hausse des dépenses. Donc nous partageons tout à fait à une autre échelle ce que vous avez dit. Ma question est technique et pourra vous paraître surprenante, mais ici nous sommes dans la commission culture, communication et éducation. Et dans le grand champ de nos thématiques, nous avons le sport. Or, pour bien connaître les représentants du corps de ballet, ils sont tout à fait assimilables à des sportifs de haut niveau. Quand on connaît, et même parfois plus que des sportifs de haut niveau dans des thématiques... voilà. Quel est le suivi médical des danseurs étoiles, danseurs, danseuses ou du corps de ballet? Est-ce que cela a progressé dans le temps? Quelle est la situation aujourd'hui par rapport à leur suivi médical? Parce que là, on est vraiment dans quelque chose de très pointu qui peut influer d'ailleurs sur les représentations. Et voilà. C'était juste la question que je voulais avoir. Tout d'abord, le vrai passage, la vraie transformation, elle a été opérée au moment de l'arrivée de Benjamin Millepied, qui a fait un certain nombre de propositions. Et d'ailleurs, ces propositions étaient financées par du mécénat. Pour donner un exemple qui va vous paraître peut-être étrange, il a fait changer des parquets. Et en changeant les parquets, on a obtenu effectivement, c'est maintenant statistiquement reconnu, on a moins de blessures. Hein, donc ces nouveaux parquets ont donné une souplesse. Voilà, je pensais que c'était ça. Ensuite, on a mis en place un certain nombre de changements d'organisation, aussi bien en termes de pause qu'en termes de repas, etc., parce que l'organisation du travail n'avait pas changé depuis 1983, depuis l'époque Nureyev. Et donc là, on a repris vraiment une nouvelle organisation. Il y a des médecins qui sont venus, qui nous ont rejoints, hein, qui sont venus travailler. Et donc là, le moment du Covid, évidemment, est un moment très compliqué, parce qu'un danseur peut, effectivement, même chez lui, éventuellement,
éventuellement avant de pouvoir revenir, parce qu'on est revenu assez vite quand même à l'intérieur pour faire des cours, etc., pour faire le cours du matin. Mais pour un danseur, il peut travailler physiquement à la maison, mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire chez lui, c'est qu'il ne peut pas sauter. Et ça, c'est la grande difficulté pour lui, parce que c'est là que se joue l'enjeu pour lui, il est là. Et donc, on a considéré que entre maintenant, il nous fallait entre 2 mois et 2 mois et demi pour retrouver physiquement des conditions normales pour pouvoir de nouveau accomplir leur travail. Et c'est pour ça que les premières représentations de ballet auront lieu début octobre. Mais on est très perfectible. Mais c'est vrai que depuis maintenant que je suis arrivé, et en ça, Benjamin Millepied a donné vraiment une nouvelle orientation, nous nous sommes améliorés. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Je crois qu'on est. Mais c'est vrai pour les musiciens aussi, hein, avec les tendinites, avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on vit, etc. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles cette réforme des retraites a posé un problème. C'est au fond de là que le malaise est parti. Parce que toutes ces personnes qui ont effectivement des problèmes de santé et que cette caisse permet de résoudre par rapport à un musicien qui à 60 ans par exemple ne peut plus jouer parce qu'il ne peut plus physiquement jouer, ça a été un des qu'est-ce qui va nous arriver, ça a été un point déclencheur. Ça paraît simple hein, dit comme ça, mais ça a été un point de départ, tu veux dire. Merci de le préciser, juste Madame la Présidente, merci de le préciser parce que c'est justement un détail qui n'est pas perçu d'ailleurs par les spectateurs ou par les Français dans leur grande majorité, mais qui est particulièrement important et capital. Ah oui, pour les danseurs et pour les... On a augmenté énormément le nombre de représentations à Noël. Pour des raisons économiques, disons les choses comme elles sont. Eh bien, quand on fait 24 ou 25 représentations de Bayadère, même si on a plusieurs coupes d'étoiles, le corps de ballet, il danse tous les soirs, et les corps on demande beaucoup. Et donc ça, c'est aussi des questions sur lesquelles, c'est pour ça que je suis convaincu, moi, qu'il faut augmenter le nombre de danseurs, et pour pouvoir jouer plus. Mais le nombre si on parle d'économie, eh bien, on pourrait augmenter le nombre de danseurs pour avoir plus de représentations. Et je pense qu'une augmentation, par exemple, de 20 danseurs pourrait donner des résultats positifs d'un point de vue économique et pouvoir reposer sur certaines périodes. Parce que vous vous rendez compte, ce qui se passe entre le 20 novembre et le 5 janvier, enfin, il n'y a pas un autre théâtre au monde qui fait une série. On reçoit 120 000 spectateurs hein, pendant ce temps-là. Et on joue tous les jours. Pardon, Martin. Deux petits éclairages complémentaires. Le médecin, la professeure, la médecine Xavier Barrault, qui travaille auprès du ballet, travaille également extrêmement activement à l'INSEP. Donc elle est parfaitement, je dirais, il y a un lien direct qui est fait entre la condition de sportif de haut niveau des danseurs du ballet et la danse, notamment la danse classique, demande au niveau d'exigence porté par le ballet de l'Opéra de Paris un niveau extrêmement élevé et pointu. C'est vrai pour les danseurs comme pour les instrumentistes. On dit souvent oui, mais le régime spécial, les danseurs et les musiciens d'orchestre ailleurs en France, d'orchestres y compris nationaux ou de compagnies de bon niveau, n'ont pas ce régime. C'est vrai, mais ce que vivent les artistes de l'Opéra de Paris, c'est qu'il y a un niveau d'exigence, de qualité exigée au quotidien avec un nombre de représentations extrêmement élevé qu'aucun d'entre eux ne veut avoir le sentiment, en jouant éventuellement au-delà de ses capacités physiques, que ce soit d'ailleurs pour des problèmes tendineux, des problèmes de bouche, des problèmes auditifs, ne veut se mettre en situation d'altérer ou de menacer la qualité et l'exigence artistique de l'ensemble en étant contraint ou conduit à continuer à jouer au-delà de ce que les capacités physiques permettent. Et c'est pour cela que le régime spécial, par le départ en retraite précoce pour les danseurs, la danse classique est vraiment extraordinairement exigeante au rythme et à l'intensité où elle est produite à l'Opéra de Paris. C'est là aussi où la capacité à partir en invalidité dans des conditions spécifiques pour les musiciens de l'orchestre de l'Opéra de Paris ou pour les artistes des chœurs, ceci fait partie du projet global de sa qualité. C'est pour cela que je dirais, la remise en cause de ce régime spécial, sans qu'elle soit suffisamment anticipée, expliquée ou précédée de mesures de substitution ou de complément pour le remplacer le cas échéant, a provoqué une telle mobilisation.
faut savoir que nous avons, les danseurs, il n'y a pas une seule compagnie aujourd'hui en France qui fait plus de 200 représentations, plus les tournées et tout ça. Donc c'est pour ça que on a beaucoup. La retraite est à 42 ans, mais je peux vous dire qu'à partir de 38, 39 ans, on perd déjà en route quelques danseurs. Et parce que encore une fois, ils dansent depuis l'âge de 17, 18 ans dans le ballet et ils dansent beaucoup. Et ils dansent beaucoup plus qu'ailleurs. C'est pour ça que Martin l'a dit à juste titre, qu'on dira, mais les autres compagnies, comment font-elles? Les autres compagnies, d'abord, on n'attend pas la même exigence, pardon de le dire, mais enfin, nous sommes un des meilleurs ballets au monde. Il n'y a pas de ça, tout le monde est unanime pour le dire, mais ça demande un travail absolument considérable et un niveau de travail. Mais c'est malheureusement pas seulement qualitatif, c'est aussi quantitatif, car on joue beaucoup. Merci, Monsieur Lissner. Alors, je donne la parole à Monsieur Ouzoulia, ensuite. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Directeur Général pour la clarté de votre propos. C'est une marque de confiance auquel nous sommes extrêmement sensibles. Quand vous nous décriviez votre modèle économique, finalement, on se demandait si vous n'aviez pas à la fois les inconvénients d'un délégataire de service public, mais sans les avantages. C'est-à-dire que ce qui est placé à votre charge, c'est la totalité de ce qui est le montage des spectacles. Mais là où un délégataire a des avantages, c'est que la structure qui lui délègue prend à sa charge une partie de l'entretien et surtout la rénovation. Or là, vous avez les deux. Et on comprend bien que dans votre modèle économique, c'est absolument inconcevable. Comment le ministère de la Culture peut vous demander cela en plus? Et moi, j'aimerais bien comprendre, alors pour l'Opéra Bastille moins, mais surtout pour Garnier, quelle est la place que prend la DRAC Île-de-France dans la rénovation du bâtiment qui est lui-même classé? Quelle est la répartition? Et alors j'aurais juste une question, puis après je vous laisse vous exprimer. J'étais très sensible à ce que vous nous avez dit sur la capacité du public parisien à accepter autre chose que des spectacles avec une mise en scène extrêmement élaborée, ce qui n'est pas le plus facile aujourd'hui. Il y a d'autres scènes en Île-de-France, et je pense notamment à l'Opéra Royal de Versailles, où, alors, sur un répertoire encore beaucoup plus difficile, ce qui est proposé à l'année, c'est beaucoup de spectacles en version de concert, ce qui montre qu'il peut y avoir quand même un public pour ce type de choses. Et ma question, comme je suis aussi sénateur des Hauts-de-Seine, c'était pour vous demander si la réalisation de nouveaux endroits de la culture, je pense à la scène musicale, a fait que vous avez senti dans votre public des différences et qu'il y a un certain nombre de personnes qui ont pu migrer vers cette nouvelle scène de l'Ouest parisien. Et enfin, je voulais vous souhaiter une bonne route vers le San Carlo, qui est une salle absolument prodigieuse, dont l'architecte est Medrano. Et là, je finis par une boutade en disant que c'est un autre cirque. Voilà. Je vais répondre sur le premier point. Je vais vous donner un exemple. C'est intéressant ce que vous avez dit au niveau du public-privé, on va dire ça, hein, avec les avantages et sans avoir les inconvénients, sans avoir les avantages, etc. Alors je vais vous donner un exemple très simple. Depuis que je suis arrivé, j'essaie de convaincre la tutelle et Bercy sur la question du plafond d'emploi, par exemple. Nous sommes contraints, chaque année, vous savez, on vote à l'Assemblée, etc., tous les établissements, nous sommes contraints à un plafond d'emploi. Moi, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que ce plafond d'emploi est une contrainte pour nous qui pourrait être remplacée par un plafond économique. Je vous donne un exemple. Nous avons 100 millions d'euros de frais de personnel. On nous impose de ne pas dépasser ces 100 millions d'euros. À nous de gérer ces 100 millions d'euros comme nous le souhaitons, augmenter ci,
diminuer ceci, diminuer ce, etc. Mais le plafond d'emploi, c'est véritablement un handicap pour nous. Et c'est un handicap aussi vis-à-vis avec les organisations syndicales. C'est très très compliqué pour nous, c'est une contrainte. Je prends cet exemple. Donc nous avons effectivement cela, puisque nous sommes finalement coincés entre une tutelle qui, à juste titre, a des exigences puisqu'elle finance l'établissement, et c'est tout à fait normal, et les syndicats, et que finalement on est pris entre ces deux pôles, si je puis dire. Donc je pense que le futur, mais là pas rentrer dans les détails parce que c'est pas l'objet aujourd'hui de la réunion, mais je pense que on parlait du modèle économique, mais je pense que la gouvernance, de toute façon, là-dessus j'ai pas mal réfléchi, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais je pense que l'organisation de cette maison, la gouvernance de cette maison devra évoluer, c'est certain. Il y a plein d'exemples qu'on peut donner par rapport à l'Europe et par rapport à ce qui se passe à l'Europe, par rapport à la Scala de Milan, que j'ai dirigé pendant 10 ans et que je connais bien, comment ça a fonctionné, et comment ils vont évoluer par rapport à des vraies questions économiques qu'ils avaient, et plein d'autres choses. Donc ça, c'est un sujet. Notre position n'est pas claire. Elle n'est pas claire, elle ne nous permet pas de gérer véritablement comme on le voudrait, en acceptant bien sûr le contrôle, j'insiste là-dessus. Donc c'est une vraie question. Alors la deuxième question, vous l'avez portée sur le public et son attachement à des spectacles. Oui, non, oui, peut-être je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est pas tellement que le public, c'est pas le public qu'il est tellement lié ou non à une élaboration, c'est que il se lasse rapidement du même spectacle qui est repris régulièrement et que donc on perd très vite la possibilité de remplir une Traviata qu'on rejoue pour la 5e ou 6e fois parce que le fait de changer la distribution n'est pas assez motivant pour le public. Et c'est pour ça que très vite on est obligé de refaire des nouvelles productions. C'est ça, c'est ce que j'ai voulu dire. Peut-être tu voulais répondre sur la troisième question qui était la scène musicale. Bah moi je peux juste, non, pardon, alors, non mais juste ça va en une seconde. Alors je pense que la Philharmonie, la scène musicale, tous ces nouveaux établissements, c'est positif pour moi, c'est pas du tout négatif. Je pense que s'il y a des salles, l'important c'est qu'il y ait de la qualité. S'il y a la qualité dans les camps, on voit le succès de la Philharmonie. Moi je pense que le succès de la Philharmonie, c'est un succès pour Paris, c'est un succès pour l'opéra, c'est un succès pour la France, c'est positif. J'y vois pas du tout de concurrence. D'abord on fait du symphonique, nous on fait du lyrique, on fait de la danse, donc on n'est pas, voilà. Peut-être la seule chose, c'est qu'ils sont beaucoup moins chers que nous, et ça m'embête, parce que j'aimerais bien faire avoir les mêmes prix de place. On sait que le lyrique, c'est ce qui coûte le plus cher. Ouais, je sais. Voilà, dans le spectacle vivant. Madame Darcos, vous avez la parole. Merci infiniment. Merci à vous, chers amis, pour vos explications extrêmement claires. J'avais plusieurs choses très différentes, mais donc des petites questions à bâton rompu. Vous n'avez pas dit si dans le répertoire de cette année, certaines choses pourraient être prolongées ou ramenées pour l'année prochaine, parce que, comme vous le dites, les programmations sont tellement longues à 3 ou 4 ans, mais est-ce que vous auriez réussi à récupérer quand même un spectacle ou deux ? Une question aussi très basique, très simple. Comment est-ce qu'on indemnise en effet des solistes quand les spectacles sont annulés comme ça du jour au lendemain, ou quand on doit carrément annuler entièrement les représentations ? Quid de l'American Friends, parce qu'on parlait beaucoup du mécénat. J'ai ouï dire que les opéras aux États-Unis, c'est encore plus catastrophique que chez nous. Et donc, est-ce qu'à terme, ça ne voudrait pas dire quand même aussi, quand les frontières vont réouvrir et que le Covid sera derrière nous, on pourra récupérer peut-être aussi un peu plus de ce public américain assez féru, d'abord de ballet, mais aussi d'opéra, parce que je crois que là-bas, ça va être peut-être irréparable, enfin, en tout cas dans certains opéras que vous connaissez aussi bien que moi. Est-ce que je peux me permettre de vous demander où on en est, même s'il y a une captation vidéo, mais des retraites concernant vos différents strates de salariés et de vos négociations? Est-ce qu'elles sont complètement terminées, ou est-ce que comme le sujet va être mis sur la table par le gouvernement, il risque, enfin vous avez encore, pas forcément avec les danseurs, mais avec certains secteurs en fait d'activité, vous en êtes encore à choper sur quelques sujets. Vous avez parlé en effet, Monsieur Lissner, de se renouveler en opéra.
est-ce que vous avez eu un retour en termes d'audience? Alors c'est très compliqué par Internet, mais des captations télévisées, et notamment Manon, on a manqué, bien évidemment, c'était le désastre de notre vie, de notre année, et on a pu le regarder, bien évidemment, sur Internet, mais vous avez fait beaucoup de captations, donc ça serait intéressant de savoir. Et c'est vrai que moi, ça va faire plaisir à ma copine Sylvie, ma maman habite Pleurtuis, près de Pleurtuis, et elle va au cinéma voir tous les opéras qui passent au cinéma. Et il y en a de plus en plus, ça se sait moins, mais c'est vrai que dans la façon de se réinventer, c'est déjà en tout cas une façon qui a fait ses preuves. Est-ce qu'il y a des incidences financières par rapport à vos pertes actuelles sur l'école de danse? Parce que vous en avez parlé, mais est-ce que, en plus de l'éducation nationale, est-ce qu'il y avait quelque chose? Et pour la promotion des danseurs, puisqu'on sait que maintenant, depuis plusieurs années, il y a eu tous ces blocages, et donc on sait qu'on a besoin de faire passer des nouvelles étoiles et des nouvelles promotions. Donc est-ce que dans ces cas-là, ça reste bloqué? Et donc est-ce que ça pose un problème pour les promotions à venir? Et puis, dernière question, vous voyez, c'est une rafale de choses. La matinée rêve d'enfant qui me tient particulièrement à cœur, plus de 30 ans d'existence, de 10 mois d'école et d'opéra. Comment? Bah oui, mais justement, mais du coup, simplement, j'imagine que ça n'a pas eu lieu cette année. Enfin, je ne sais pas comment est-ce que les classes qui s'étaient préparées, pour ceux qui ne le savent pas, dans mes collègues, c'est donc des classes qui décident de s'engager pour voir tous les secteurs, tous les métiers de l'opéra. Et il y a un spectacle extraordinaire au mois de décembre. Donc je ne sais pas si celui-là aura lieu en décembre, et surtout comment ça s'est passé pendant cette année particulièrement, mais depuis 2-3 ans, en effet chaotique. Voilà, merci. Je vais répondre à la première et la dernière. Pas possible pour Alexandre Derneff, mon successeur, de reprendre les spectacles de cette année qui ont été annulés pour la saison 21-22, parce que sa programmation est faite quasiment. Il peut peut-être moduler un peu, mais pas beaucoup de choses. Par contre, je crois savoir, et Martin le confirmera, qu'il y a des spectacles, effectivement, qui vont être reportés en 22-23 ou en 23-24. Voilà. Puisque, comme vous le savez, les programmations sont faites pratiquement 3 à 4 ans à l'avance, donc c'est toujours un peu... Mais il reste toujours des trous, donc je pense que ça sera possible. Je réponds à la dernière question. Est-ce que vous avez touché, là, malheureusement, un sujet pour moi qui a été très, très sérieux et très, très grave, qui est l'histoire de rêve d'enfant. Je vous réponds avec beaucoup de franchise, comme d'habitude d'ailleurs. Mais voilà, le rêve d'enfant, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Ça se passe en général vers Noël. Et c'est une représentation en matinée que nous donnons pour les enfants défavorisés des banlieues, financée par les mécènes de la robe qui financent ça. Donc on attend 2700 enfants qui viennent et qui assistent toujours à un ballet classique à Bastille. Et l'année dernière, donc en 2019, nous avions, comme vous le savez, donc cette crise liée à la réforme des retraites, mais bon... Je pense qu'on avait tous considéré que cet après-midi-là était un peu particulière, puisqu'il s'agit, encore une fois, d'une représentation très ciblée. Et malheureusement, donc les enfants sont venus, il y a eu ce brunch, on fait un brunch dans les espaces de Bastille, c'est assez émouvant, parce que c'est vraiment des enfants qui ne sont jamais allés à l'opéra, etc. Et malheureusement, les syndicats ont décidé, en fin de matinée, de faire la grève, et donc il n'y a pas eu de représentation. Voilà. Donc ça a été un choc, en ce qui me concerne, et un petit peu un vrai choc, je dois vous l'avouer, parce que je suis habitué à des négociations, je suis habitué à beaucoup de choses, mais là, je trouve qu'on avait un petit peu dépassé les bornes, pour ne pas dire plus. Et en plus, ça a beaucoup perturbé les mécènes, parce qu'il y a beaucoup de mécènes qui soutiennent vraiment l'opéra et qui tiennent beaucoup à ça, parce que c'est leur façon à eux de contribuer. Et chaque année, ça a un succès. On refuse. Vous imaginez combien on peut refuser d'enfants, etc. Donc voilà. Donc ça, voilà. Alors est-ce que ça aura lieu cette année? Si jamais il y avait une nouvelle réforme des retraites qui repartait, je pense que, franchement, je pense qu'on serait dans une grande difficulté de nouveau. J'en suis persuadé même. Voilà. Maintenant, Martin, je te laisse. Oui, merci. Sur les programmes, effectivement, il y a une partie des spectacles qui ont été annulés à différentes phases, qui seront repris, notamment pour les spectacles chorégraphiques, une bonne partie d'entre eux. Une soirée russe qui était envisagée cette saison, Le Rouge et le Noir, qui est une création assez attendue, devrait être proposée dans la saison 21-22, et y compris dans l'espace qui va être rendu disponible
là où on devait faire des travaux l'an prochain, en 2021, des travaux scéniques, on va les faire cette année. Donc ça va libérer, notamment en septembre, octobre 2021, un peu de temps de jeu. Il est possible que une ou deux productions de la saison 2021 soient reprises en 21-22. C'est ce à quoi travaille Alexander Neff. Sur le cinéma, un chiffre pour illustrer effectivement le propos. On a 100 000 spectateurs par an dans les salles de cinéma. Dans le monde, en partie majoritairement en France, mais pas seulement, par rapport à 800, 900 000. Mais 100 000, c'est beaucoup. Hein, si on le compare à ce que sont les... je crois que c'est pas très loin de... Je crois que les opéras nationaux en région ont souvent 150 000 spectateurs dans l'année. Donc uniquement par le cinéma, on arrive à avoir cette audience-là. Et c'est extrêmement... Il y a 80 salles. C'est extrêmement appréciable. Sur Manon, d'ailleurs, Manon va être repris aussi en 21-22, ce qui permettra assez rapidement à ceux qui ont été frustrés par l'interruption en cours de, en cours de série, ceux qui en ont été privés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pris la décision pour la 4e qui est intervenue au moment où les jauges étaient réduites, de ne pas accueillir le public pour la dernière que nous avons jouée, mais néanmoins de la capter, pour avoir cette captation audiovisuelle qui a pu être proposée un mois et demi après ou 3 semaines plus tard en streaming dans le cadre de l'offre que nous avons mise en place pendant la crise, et Manon a été vue par 230 000 personnes dans la semaine, les semaines de présentation en streaming. Ce qui est, je dirais, extrêmement intéressant. Ça ne remplace, encore une fois, absolument pas, mais ça devient, c'est un complément et parfois un substitut temporaire qui a eu tout son intérêt. L'école de danse, évidemment, on ne retire rien dans les économies que nous faisons, que le plan d'économie que nous mettons en place pour limiter au maximum les charges et la sollicitation de la trésorerie de l'opéra. L'école de danse n'est pas affectée, c'est vraiment la préparation de l'avenir, et pour le coup, je pense que l'école de danse a vraiment un potentiel de développement, de partenariat, y compris à l'international, assez important. Donc il n'y a pas de réduction de voilure sur son ambition, le nombre d'enfants qu'elle accueille. Effectivement, on a eu une difficulté, c'est que le concours du ballet n'a pas pu être organisé pendant l'été, et donc ça retarde les recrutements au ballet, mais comme le ballet lui-même a une activité qui va reprendre plus tardivement, c'est à titre transitoire, pas une difficulté. Sur 2 sujets effectivement assez compliqués, l'indemnisation des solistes et puis la question des retraites. L'indemnisation des solistes est évidemment une question complexe. Les solistes sont les chanteurs, chefs d'orchestre que nous embauchons souvent 2, 3, 4 ans à l'avance, qui ont des niveaux de rémunération souvent un peu hors normes. Ce sont des contrats qui, dans une très large partie du monde lyrique à l'échelle internationale, ne sont pas honorés ou auxquels la force majeure a été opposée. La situation de force majeure créée par la crise sanitaire comme étant un motif de rupture des contrats et de non-paiement. On a essayé de mettre en place quelque chose d'équilibré pour à la fois préserver la relation de confiance entre l'opéra et ses artistes, mais néanmoins tenir compte du fait qu'économiquement on n'a aucune recette. On a évoqué tout à l'heure la difficulté dans laquelle nous place l'absence de recettes, les 40 millions d'euros de pertes liées à la crise sanitaire vers lesquelles nous allons, et sans rentrer trop dans le détail parce que beaucoup de discussions ne sont pas achevées, sur la période mars à juillet avec l'annulation de l'ensemble des spectacles, on a mis en place des modalités d'indemnisation qui sont plutôt supérieures à ce qui se passe ailleurs en Europe, qui sont assez conformes en pourcentage et plutôt supérieur en valeur absolue à ce qui est proposé par la plupart des maisons d'opéra en France. Je crois que les forces musicales avaient évoqué un taux d'indemnisation entre 20 et 30%. On est en pourcentage dans ces ordres de grandeur et en valeur absolue sensiblement plus, puisque nos artistes sont plus rémunérés. Et on a sur plusieurs dizaines, voire plus de 100 artistes concernés. On a un très large taux d'acceptation des propositions que nous leur avons proposées. Quelques artistes les contestent, c'est leur droit, et donc nous continuons à être en discussion. C'est une question très complexe parce qu'il faut qu'encore une fois qu'on soit attentif à l'argent du contribuable, et ce sont souvent des niveaux de... Quand un artiste a un cachet de
mettons 10 000 euros pour une soirée et qu'il a 12 représentations, on voit bien que sur un mois et demi, ça fait un niveau de rémunération très important. Si une représentation, une série est annulée, il ne paraît pas forcément logique dans l'intérêt de la protection du contribuable de rémunérer l'ensemble. Et en même temps, cet artiste, il a des frais, il a investi, il a attendu cette rémunération-là, donc c'est pas facile pour lui, et il faut lui permettre de conserver son lien avec son art et son lien avec l'Opéra de Paris, qui sera un employeur à 6 mois, à 1 an, à 2 ans, à 3 ans. C'est tout cet équilibre-là qu'on a essayé de maintenir. Pour le moment, on a un taux je dirais, d'acceptation, presque de satisfaction, parce que beaucoup nous ont exprimé leur satisfaction, vraiment assez important, et on s'en réjouit. Parce que je pense qu'on peut ajouter que par rapport à l'Europe, à la moyenne européenne, on est au-dessus. En plus, on a essayé de favoriser, avec Martin, on a essayé de favoriser aussi, notre façon de rémunérer a essayé de favoriser aussi les cachets les plus bas par rapport aux cachets les plus hauts, de manière à ce que proportionnellement, en donnant le même chiffre à chacun, eh bien évidemment, si ce chiffre est identique, ceux qui ont des cachets plus bas ont un pourcentage plus élevé que ceux qui ont un cachet plus haut. Et donc c'était important aussi pour nous de chercher ça. C'est pour ça que ça va en gros de 20, 23 à 35, plus ou moins 35% pour les plus bas cachets et plutôt 20, 25 pour les plus hauts. Sur les retraites, nous n'avons pas d'informations particulières sur le calendrier, l'étendue de la réforme des retraites dont la reprise est annoncée. Ce qui est certain, c'est que on avait commencé, nous, en janvier puis février, à identifier des modalités, identifier avec les syndicats de l'Opéra de Paris des modalités de traitement par accord collectif au sein de l'opéra, des spécificités qui aujourd'hui sont traitées par le régime spécial. Alors, évidemment, c'est un coût. Ce qui est aujourd'hui un coût qui est intégré au régime spécial, s'il s'agit d'accompagner des situations d'invalidité, des fins de carrière précoces, pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, ça a forcément un coût, même s'il n'est pas démesuré, mais c'est plusieurs millions d'euros par an. Si ces spécificités ne sont pas portées par le régime spécial, elles devront l'être par accord d'entreprise, et dans ces cas-là, c'est intégré au modèle économique et aux modalités de soutien de l'opéra par l'État. Ce niveau de discussion-là, on n'y est pas allé, il est malheureusement aujourd'hui par rapport aux impasses et aux enjeux auxquels nous sommes confrontés du fait de la crise sanitaire, malheureusement, il est presque de second ordre d'un point de vue financier, mais c'est une vraie question. Je pense qu'il y a quand même par ailleurs une question très particulière sur les danseurs et leur carrière. Une disposition de loi avait été introduite en première lecture à l'Assemblée sur le texte portant réforme des retraites, permettant d'avoir une disposition particulière de rupture du contrat de travail pour les danseurs à un terme donné, à une durée donnée, donc en l'occurrence peut-être 20 ou 25 ans après le début de la carrière, pour avoir un outil juridique qui permette d'interrompre en toute sécurité pour les danseurs et pour l'employeur, avec des conditions financières appropriées, leur contrat de travail. Il faut vraiment savoir que les danseurs, ils sont des sportifs de très haut niveau, on l'a dit. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas des rémunérations de très haut niveau, justement, si on les compare à leurs homologues londoniens, par exemple. Et donc le fait d'avoir cette capacité à se projeter sur une seconde phase de leur vie professionnelle avec une forme de matelas de sécurité, ça fait partie de l'attractivité de la carrière, et qui va conduire eux-mêmes ou leurs parents à les y placer dès l'âge de 8, 9 ou 10 ans lorsqu'ils rentrent à l'école de danse, lorsqu'ils rentrent sur un parcours extraordinairement exigeant. Et donc, peut-être que cette modalité-là, elle n'est pas la plus adaptée à tout point de vue. Peut-être qu'il faudrait trouver des modalités de reconversion plus ambitieuses. Mais en tout cas, aujourd'hui, elle existe et elle est consubstantielle de l'engagement de ces artistes dans une carrière de très haut niveau. Donc, il faut qu'on arrive à proposer en substitution, si jamais ce système-là doit changer, quelque chose qui offre des garanties au moins équivalentes. Et ça, c'est un défi qui sera à relever dans les prochaines semaines, si le projet de loi, dans son périmètre, reprend. Là, encore une fois, je n'ai pas d'informations particulières. Je voudrais juste ajouter deux points. Juste pour votre information, une retraite en moyenne d'un danseur à 42 ans, c'est autour de 1 200 € par mois. Et puis la deuxième chose un peu paradoxale, c'est que j'ai bien peur, d'après toutes les projections que nous avons faites, que le changement de ce système remplacé par un autre devrait coûter aussi cher.
Et ça, c'est aussi une question sur laquelle on devra réfléchir. Est-ce que c'est l'entreprise qui participera à hauteur de temps et comment on arrivera à le régler? Je ne connais pas la modalité, mais le résultat, la contribution de l'État, vous la connaissez, hein, elle est à peu près de 12 millions d'euros par an, hein, en moyenne. Au régime de retraite? Oui, 15. Une quinzaine, pardon. Alors, elle a augmenté dans les dernières années, donc elle est autour de 15 millions d'euros. Elle est votée chaque année. Voilà. Effectivement, il faudra payer de toute façon. Il faudra payer, parce que de toute façon, il n'y a plus aucun lanceur qui s'engagera s'il n'a pas une sécurité aujourd'hui, quand il va s'arrêter, d'avoir une retraite. C'est une évidence. Même s'il se reconvertit, d'ailleurs souvent on dit mais ils n'ont qu'à se reconvertir. Mais ils peuvent se reconvertir, d'abord c'est pas aussi évident que ça, hein. Tout le monde n'est pas chorégraphe, tout le monde ne vient pas maître de ballet, c'est pas une évidence. Et il faut bien penser que même s'ils suivent des études à l'école de Nanterre, quand ils deviennent danseurs, enfin ils ont vraiment utilisé tout leur temps pour devenir danseurs, hein. C'est 8 à 10 heures de travail par jour, donc c'est pas évident à 42 ans de retrouver comme ça un nouveau travail pour la plupart. Donc je pense qu'il faut faire attention, faut essayer de les préserver. Juste une petite anecdote, Madame la Présidente, c'est qu'on peut aussi se reconvertir autrement. Avec Jean-Raymond, nous avons une très bonne amie qui était dans le corps de ballet pendant très longtemps, à l'époque de Sylvie Guilhem, et qui est aujourd'hui maire d'un petit village du Sud-Essonne, Angervilliers, et vice-présidente du conseil départemental. Donc comme quoi, voilà, donc on peut aussi faire autre chose. Bien, Monsieur Gatelin. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général, Monsieur le Directeur Général Adjoint. Monsieur le Directeur Général, vous avez, tout au long de votre propos, évoqué une question qui est après tout centrale dans, je dirais, le monde du spectacle vivant et son modèle économique. Que ce soit l'Opéra de Paris, que ce soit des troupes théâtrales régionales, on sait que ce modèle économique fonctionne sur deux bases, la billetterie et les subventions. Les subventions plutôt d'État concernant les grandes structures nationales, les subventions territoriales, en gros c'est du 50-50. On voit à travers la crise du confinement, une fois de plus, une réplique de la crise de la billetterie. On l'a connue au moment des attentats, avec les gens qui fuyaient les salles, les surcoûts de sécurité imposés durablement. On le voit avec aussi les conflits sociaux, le blocage des productions. On l'a vu là avec la crise sanitaire qui vous ont amené d'ailleurs à trouver des modes de diffusion alternatifs par la captation et la télévision. Et sur ce premier point, Martin a évoqué les accords avec France Télévisions. Enfin, moi, le retour que j'ai de la Comédie Française, c'est que la captation qu'ils ont fait, ils ont fait 250 000 téléspectateurs. France Télévisions a dit c'est pas intéressant, c'est pas une audience suffisante, alors que c'est autant, sinon plus, que tout le public rassemblé en une année par la Comédie Française. Donc on a un vrai problème d'articulation, je dirais, entre l'offre culturelle de qualité et l'audiovisuel public. C'est-à-dire qu'à un moment, et là on est dans des logiques purement de captation-diffusion, mais les crises et les difficultés sur le public et donc sur la billetterie amènera aussi à repenser, parce qu'il y a bien sûr le modèle économique, mais aussi le service public qui est assuré. Alors vous avez évoqué, et j'en suis heureux, le Carmen de Peter Brook au Bouffe du Nord, que je suis allé voir moult fois, parce que c'est effectivement, là on n'est déjà plus dans directement du répertoire classique. On est dans ce que Oscar Steinberg, le grand spécialiste de la transposition de la culture dans les médias, appelait une véritable transposition, une réadaptation. Et ça suppose nouveaux modes de diffusion, appelle nouveaux modes de production et donc nouveaux modes de produits. Quelle est la réflexion aujourd'hui? Et on le voit, on a la même réflexion avec Jean-Pierre Leleu sur la télévision, sur les modèles de financement. Les nouveaux produits dérivés, qui peuvent être des produits, je dirais, qui ne sont pas en présentiel, qui appellent aussi, au-delà de la simple, je dirais, captation et diffusion en intégrale. Et c'est important pour le patrimonial, parce que les 250 000 téléspectateurs du spectacle de la Comédie Française, on va pouvoir les reproduire pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, peut-être même 100 ans sur le marché français. Donc en immédiat, ça ne sera pas une ressource. Mais on construit aussi quelque chose pour le patrimoine et pour le public lui-même. Mais l'idée d'essayer d'inventer de nouvelles formes médiatiques
de production? Est-ce que ce sont des choses auxquelles vous réfléchissez? Parce que c'est peut-être aussi là qu'on créera une ressource, je dirais pas alternative, mais complémentaire à celle de la billetterie qui est fragilisée. Je ne parle pas des subventions quand il s'agit de collectivités locales qui peuvent connaître beaucoup plus d'instabilité que celles que connaissent les subventions d'État. Je vais juste m'insérer pour développer un des propos de mon collègue. Quand il énonce ces 50-50 subventions, recettes de billetterie, en réalité, c'est pas vrai. C'est souvent les 2/3 de subventions. Hein, 2/3 de... Il y a eu une étude qui a été faite par le ministère de la Culture il y a quelques années. On prend tout, oui, mais tout si on est, je parlais en générique, chers collègues, si on est dans les établissements régionaux, je vous assure qu'on est à plutôt 2/3. Et les recettes de billetterie sont relativement faibles dans l'ensemble de l'économie de la structure, tout simplement parce que les collectivités ont aussi des politiques publiques extrêmement volontaristes en matière aussi de tarification. Qui sont beaucoup plus modestes, pardonnez-moi de le dire. C'est moins cher d'aller à l'opéra en province que d'aller à Bastille. Donc je tiens quand même à le dire parce que voilà, nous sommes aussi l'Assemblée des collectivités. Il y a un gros effort de fait en matière de subventions. Et précisément, ce qui va se profiler là, c'est des difficultés aussi budgétaires des collectivités impactées elles-mêmes par la crise. Et si jusque-là, elles ont pu maintenir les subventions et elles sont volontaristes en général pour le faire, cette histoire de chômage à temps partiel qui n'est pas pris en charge justement dans certains types de structures va conduire à des difficultés. Je ne sais pas si les collectivités pourront compenser justement l'ensemble du financement de l'emploi. Et juste un petit propos pour développer aussi ce que disait mon collègue André Gattolin, et je serais intéressé de connaître votre point de vue. Martin Ajari a longtemps siégé comme moi dans le conseil d'administration de France Télévisions et nous évoquions souvent la politique de captation du spectacle vivant. Il est vrai qu'il y a eu la crise du Covid et il y a à nouveau une attention particulière portée à la diffusion et rediffusion du spectacle vivant comme offre, non pas substitutive, mais offre réelle. En revanche, était engagé quand même un mouvement de désengagement de France Télévisions, je le dis. Il y avait des problèmes en anticipation du festival d'Aix. Nous avons une collègue ici, Sophie Joissin, qui est adjointe à la culture à la ville d'Aix, donc elle peut en parler en connaissance de cause. Mais il y avait quand même ce mouvement de désengagement des captations pour notamment les opéras. Donc voilà, je tenais à le dire et peut-être voir comment vous vous positionnez par rapport à ça. Voilà, je serais intéressée de le savoir. Merci, chers collègues, de m'avoir donné l'occasion de compléter les questions. Je vais vous répondre. D'abord, juste faire un petit. Vous avez parlé de la Comédie Française. Juste, je voudrais revenir sur le point que j'ai développé tout à l'heure. Le financement de la Comédie Française, il est majoritairement avec les fonds publics. Hein, c'est la différence avec nous. D'accord. Donc quand, encore une fois, quand les recettes sont de moindre importance par rapport à un budget global, la situation de l'entreprise est moins délicate. Elle est délicate, mais elle l'est moins. Hein. Et si vous regardez pratiquement tous les établissements à Paris, ils sont quasiment tous, sauf le Louvre, pratiquement, hein, je crois, j'en ai peut-être un ou deux autres, mais... Versailles-Orsay, oui. Bien sûr, les musées, mais sinon, si vous regardez l'Opéra Comique, la Comédie Française, etc., ce sont des établissements qui sont majoritairement... Alors, je vais répondre à votre question, ce que moi, je crois qu'il faut faire, mais c'est une chose assez personnelle, et je n'aurai pas l'occasion de le faire à Paris. Peut-être je le ferai chez Medrano, comme a dit monsieur, mais je n'ai pas l'occasion de le faire et peut-être l'opéra pensera différemment de moi pour le futur. Alors moi je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut complètement changer le système audiovisuel, c'est-à-dire qu'il faut que l'opéra, le théâtre, la Comédie Française, l'Opéra de Paris, s'équipent totalement comme un producteur. Hein. C'est-à-dire que je pense que la première chose à faire, c'est qu'il faut installer 8 à 10 caméras téléguidées, et non pas avec du personnel, parce que ça prend beaucoup de place d'abord, et puis c'est très gênant pour le public. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut organiser à l'intérieur de l'établissement un studio, et donc le théâtre, l'établissement devient producteur. S'il est producteur, il est vendeur de sa propre production. Il négocie donc avec le personnel et avec les artistes des droits.
Et il se retrouve dans une situation de producteur, donc de vendeur. C'est-à-dire qu'il peut aller voir France Télévisions, qui, comme vous l'avez dit, Madame la Présidente, s'est beaucoup désengagée lors des dernières années, sous la dernière présidence en tout cas, sur le nombre de spectacles. Hein. Je sais pas, il n'y a pas de critique envers une personne en particulier, mais simplement on est passé effectivement, nous, de 6 retransmissions obligatoires par contrat à 4 plus 1. Et donc on a perdu, voilà, le service public incontestablement a diminué son engagement vis-à-vis des institutions publiques. Et c'est pas seulement nous, hein, c'est général. Donc si vous êtes producteur, la chose qui est intéressante, c'est que, bien évidemment, vous pouvez non seulement produire vous-même et vendre des spectacles à l'ensemble, vous pouvez, avec le Signal, vous pouvez évidemment aller dans les cinémas, vous pouvez aller dans le monde entier, vous pouvez sortir du cadre de la retransmission, c'est ce à quoi je faisais un petit peu allusion tout à l'heure, et vous pouvez inventer des nouveaux projets artistiques. C'est-à-dire que vous pouvez créer des œuvres à partir de ce que vous voulez, du répertoire lyrique ou du théâtre, etc. Alors nous avons fait une expérience avec la 3e scène qui était très intéressante. On a eu quelqu'un avait écrit un scénario autour du thème de la bohème, et nous avons filmé en direct, dans les sous-sols d'ailleurs de Bastille, nous avons filmé en direct pendant 15 minutes, 20 minutes, un spectacle, hein, une chose inédite, qui n'avait plus rien à voir avec l'opéra, bien sûr. C'était une invention avec un sujet qui partait de l'idée de la bohème, mais qui en réalité qui allait beaucoup plus loin. Et donc on a proposé ça comme un objet. Au fond, ce n'est pas un opéra, ce n'est pas un film, c'est pas une pièce de théâtre, c'est un objet non identifié aujourd'hui, mais ça reste dans la culture lyrique. Et moi, je pense, c'est qu'il y a, on voit bien qu'il y a un blocage au niveau, depuis très longtemps, il y a un blocage au niveau d'abord de la musique savante par rapport à la tonalité, etc. On voit très bien qu'on est bloqué sur qu'on ne peut pas espérer aujourd'hui, à moins d'avoir des mises en scène entre guillemets exceptionnelles, comme on a pu le faire avec Moïse et Aaron, par exemple, de Schoenberg. On voit bien que ces musiques-là ne peuvent pas atteindre un immense public quand vous êtes dans une salle de 2700 places. Donc qu'est-ce qui pourrait, à côté du répertoire de 75 ou 80 spectacles, œuvres, pardon, dont je parlais tout à l'heure, eh bien je pense que nous avons, nous, les capacités, puisque nous avons le lieu, nous avons les moyens pour le faire, et nous avons les artistes, pourquoi ne pas inventer et réfléchir sur un nouveau produit ? Un nouveau produit, j'aime pas ce mot, mais j'essaie je l'emploie volontairement, hein, pas d'un point de vue péjoratif, mais j'essaie de donner, c'est-à-dire de réfléchir, c'est pour ça que j'ai fait allusion au Carmen de Peter Brook, mais il y a eu plein d'expériences depuis, c'est-à-dire qu'on se base, on s'appuie sur le répertoire, sur qu'est-ce que c'est aujourd'hui en 2020 les relations entre une jeune fille et son père. Ben, c'est Gilda et Rigoletto, non? Qu'est-ce que c'est? Enfin, on peut imaginer plein de choses. C'est quoi la situation des femmes qui subissent des violences? On peut réfléchir sur des personnages dans le répertoire lyrique qui ont, voilà, qu'est-ce que c'est le personnage de Loulou? Qu'est-ce que c'est? Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut raconter et qui sont des choses qui nous relient vraiment à l'actualité, qui nous relient au monde dans lequel nous vivons. C'est ça que j'aimerais faire. Et c'est ça que j'aimerais développer. Avec des cinéastes, avec des metteurs en scène, je ne sais pas encore. Mais en tout cas, c'est cette idée-là sur laquelle je suis en train de travailler. Et je pense que c'est intéressant parce qu'au niveau européen, pour avoir fait un certain nombre de démarches déjà, il y a un intérêt au niveau de l'Europe de financer ce genre de projet, parce que, vraisemblablement influencé par la pandémie, et avec tout ce que nous vivons depuis maintenant 3-4 mois, on voit bien que les politiques et les responsables culturels réfléchissent à ça. On ne peut pas se dire, à chaque fois qu'on va avoir un problème, on va simplement faire du streaming, parce que ça va plus suffire, si on veut. Parce que, est-ce qu'il va être payant, ce streaming? Oui et non. Alors que si vous avez un objet particulier, créé pour la forme digitale, c'est-à-dire pour ce moyen de communication, vous pouvez imaginer quelque chose. Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire tout à l'heure, mais j'y crois beaucoup.
J'y crois beaucoup et je pense que on devra de toute façon, mais je pense que l'Opéra de Paris fera la même chose, je ne sais pas quand, mais on sera tous amenés à un moment donné à réfléchir sur avoir notre indépendance au niveau de la production. En fait, toi, tu connais ça mieux que moi d'ailleurs, mais non, peut-être d'une manière. On n'en a pas beaucoup parlé. J'ai le regard aussi audiovisuel public. C'est vrai qu'on a une impasse, mais qui n'est pas nouvelle, entre l'ambition d'avoir un public très large, donc des audiences de 4, 5, 10, 15% de part d'audience le soir sur des chaînes de France Télévisions, et ce qu'est le public potentiel d'une retransmission d'une œuvre d'opéra, ce qui fait que la diffusion en direct est quasiment impossible, et que souvent c'est, comme on dit, l'été, la nuit, que les œuvres sont diffusées. Il se trouve, c'est un rapport de Catherine Clément il y a quelques années qui est resté célèbre, il se trouve néanmoins qu'avec notamment les plateformes numériques, avec Culturebox, avec Arte Concert, on a un relais assez important. Tout ce que nous avons fait dans l'opération L'Opéra chez vous et l'événementialisation de captation audiovisuelle qui ont donné lieu à ces 2 millions et plus de vues, on l'a fait grâce à France Télévisions, avec Culturebox. Donc j'ai pas effectivement, il y a quelques années, il y a un objectif qui était respecté ou pas de 6 captations par an. On est passé à 4+1, mais il nous accompagne quand même avec un modèle économique dont on connaît la complexité. Je pense qu'il y a 2 enjeux pour l'avenir. Il y en a un qui est dans des plateformes de type Culturebox ou Arte Concert, mais peut-être on revient à d'autres débats, comment donner plus de visibilité, comment avoir un espace plus évident pour l'ensemble du public au sein de l'audiovisuel public, qui puisse être le lieu vers lequel se tournent tous les spectateurs. En fait, Culturebox, Arte Concert sont connus de ceux qui les connaissent, mais ne sont pas forcément si connus que cela, au-delà d'un public habitué. On a une seconde question d'indépendance. Alors, il y a celle de l'équipement, dont Stéphane a parlé à l'instant, qui consisterait à équiper nos salles de modalités de captation technique automatisées. Le modèle économique n'est pas évident, mais ça peut être un investissement qui permet de rendre plus systématique la captation dans de bonnes conditions d'efficacité. C'est un point auquel on devra effectivement réfléchir. Et puis il y a l'indépendance en termes de plateforme. Aujourd'hui, l'Opéra de Paris, pour diffuser ses spectacles, les diffuse soit à travers Culturebox ou Arte Concert, soit sur une chaîne YouTube ou une page Facebook, ce qui ne place pas dans des conditions de totale indépendance par rapport à l'environnement où on se situe. Donc on a aussi une réflexion sur le fait d'avoir notre propre player, pour parler en bon français, notre propre système de diffusion numérique qui nous donnerait encore plus d'indépendance quant à l'environnement dans lequel les captations sont diffusées. Un point que Stéphane a évoqué sous l'angle du dialogue entre différents univers, comment les thèmes de l'opéra ou du ballet peuvent résonner avec les thèmes d'aujourd'hui. Il y a aussi évidemment un travail sur la forme, et ça c'est ce que André Gatolin évoquait, c'est qu'une captation, ça peut être d'un point de vue patrimonial, voire ça peut être pour un spectateur un accès formidable à une œuvre, mais pour toucher un public plus large, il faut aussi trouver des formes plus courtes, plus accessibles, plus attractives, qui correspondent aux différents publics, aux différents codes. Et ça, c'est un des grands enjeux, d'avoir des formes peut-être plus courtes, plus accessibles, pour rendre le monde de l'opéra plus accueillant à un public qui n'en possède pas forcément tous les codes. La plateforme ARIA qui a été développée vise aussi à rendre ces univers plus familiers. Avec Les Indes Galantes, avait été, dans le cadre de la 3e scène, fait un court-métrage de 3-4 minutes qui a eu énormément de succès parce qu'aussi il était court. Il reprenait le volet danse urbaine très expressive qui était ensuite utilisé par Clément Cogitor, Bintouloum dans Les Indes Galantes. Et ça a été, je pense, une opération extrêmement emblématique du dialogue entre différents mondes et du fait qu'en adaptant des formes à ce qu'un public plus large peut souhaiter, peut espérer, on peut vraiment faire communiquer des mondes qui ne sont pas définitivement fermés. Ça n'est pas vrai, contrairement à ce qu'on entend souvent. Intéressant aussi dans le projet des Indes Galantes, c'est que Arte a enregistré le spectacle dans son entier, et d'habitude, quand Arte enregistre, il diffuse le spectacle dans son entier. Et bien là, ils ont décidé de faire une œuvre qui va durer 1h20, 1h25. Donc c'est intéressant aussi parce que tout d'un coup, Arte, qui n'avait, je crois que c'est la première fois que ça va être fait, a travaillé sur le film entier, mais en faisant un certain nombre de montages, et en proposant donc, je sais pas, bientôt, je pense que ça va être fait à la fin de l'année, je crois, ils vont proposer
proposer une retransmission donc, de ce spectacle, mais totalement modifiée. Ah non, oui, mais en tout cas, ça veut dire que ça bouge. Ça bouge, ça bouge. Le format est en train de bouger, c'est clair. Aussi parce que les gens ne peuvent plus rester ou ne veulent plus et ne restent plus 3 heures ou 3 heures et demie à regarder un spectacle. En réalité, dans mon propos liminaire, l'avenir du théâtre lyrique en général, et aussi quel regard portez-vous sur la formation en France, à la musique, au théâtre, à la danse? Alors on a évoqué bien sûr l'école de danse, mais plus largement, quel regard portez-vous, Monsieur Lissner? Alors c'est compliqué de répondre à cette question parce que la forme de l'opéra, comme vous le savez, est une forme particulière, puisque nous venons de parler ensemble pendant 2 heures, mais nous avons parlé, nous n'avons pas chanté pour nous exprimer. Hein, donc on est... Si vous voulez... Oui. Je ne serai pas à la hauteur, mais vous pouvez demander à la nouvelle ministre, qui en tout cas au niveau du répertoire a un champ important. Non, je crois que la difficulté de l'opéra, qui depuis toujours est le renouvellement des générations. Et d'ailleurs, ça renvoie à ce que je viens de dire juste avant. C'est-à-dire, effectivement, si nous voulons continuer à conquérir un nouveau public, il est certain que les formes de l'opéra devront être nous devrons y réfléchir. Et la théâtralité a permis, du temps de Liberman, qui a été au fond un passage important dans l'histoire de l'Opéra de Paris en 1970, où il a fait venir effectivement des metteurs en scène du monde du théâtre, qui venaient pour la première fois monter des œuvres de l'opéra. Le théâtre est entré dans le monde de l'opéra, et en entrant dans le monde de l'opéra, il a modifié la perception de ces chanteurs qu'on mettait devant le public, face au public, et tout d'un coup, il a créé la théâtralité. Et en créant cette théâtralité, il s'est ouvert à tout un nouveau public. C'est certain. Il n'empêche que dans le répertoire de l'opéra, vous avez quand même un certain nombre de répertoires dans lesquels on pourrait appeler, il y a une certaine jubilation vocale, et dans lequel le livret est assez limité. Cette forme-là d'opéra, vous avez beaucoup de mal à rencontrer le jeune public, c'est clair, parce que ça ne traite pas de sujets de société, ça ne traite pas de sujets qui attirent les nouvelles générations, sauf ceux qui aiment simplement écouter les voix, mais ça c'est très minoritaire, et surtout en France, comme je le disais tout à l'heure. Et donc, comment on arrive sans entrer dans ce qu'on appelle le rigithéâtre, c'est-à-dire une théâtralité qui est très provocatrice, qui est trop radicale, et qui fait que là, alors on n'est même pas sûr de convaincre les nouvelles générations, et on est certain de perdre l'ancienne. Donc c'est pas non plus une voie possible. Donc sur le plan de la représentation, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que la mode, le public change, et la situation de la représentation aussi a beaucoup changé. Le public, il est là. Nous avons, nous, à l'Opéra de Paris, depuis Hugues Gall, on va prendre le départ d'Hugues Gall jusqu'à aujourd'hui, une moyenne entre 800 et 900 000 spectateurs. On a un peu augmenté dans les dernières années, mais enfin, que les spectacles soient très conservateurs, ou que les spectacles soient plutôt modernes, on se rend compte que, grosso modo, on perd un public, on en gagne un autre, on perd un public, on en gagne un autre. Mais en gros, il y a un potentiel de 850 000 personnes à 900 000 spectateurs qui viennent à l'Opéra de Paris. Ça bouge pas. D'ailleurs, on voit bien que au niveau artistique, on est passé de Hugues Gall à Gérard Mortier, donc avec une politique artistique complètement différente, puis on est passé à Nicolas Joël avec une politique complètement différente de celle de Mortier. Et puis bon, moi je ne vais pas parler de moi, mais enfin donc on voit bien qu'il y a eu pendant toutes ces années des allers-retours en matière de conception artistique. Parce que c'est là que ça se joue. Qu'est-ce qui fait qu'on peut attirer le public? Après, il y a le problème économique, il y a le prix des places. Moi, je suis convaincu, et alors je le disais avant le Covid, mais maintenant j'en suis encore plus envie, on ne pourra pas continuer non seulement à augmenter le prix des places, mais on va être contraint de diminuer le prix des places. Je veux juste dire simplement que j'ai fait des propositions au conseil d'administration et que Bercy s'est opposé catégoriquement à des propositions de baisse de prix de place, parce que, évidemment, l'équilibre
budgétaire passait par une augmentation sans cesse des recettes. Et qu'est-ce qu'on a fait pendant toutes ces années? On a doublé le mécénat, on a augmenté les recettes, mais on sait très bien, tout le monde autour de cette table est d'accord pour dire que 220, 240 euros, sont des sommes énormes, et c'est donc réservé à une toute petite élite qui peut se permettre ces plats. Et ça, je pense que c'est un handicap pour l'Opéra de Paris, un handicap pour le futur. Et quand on pense à cette crise sociale et économique qui est devant nous, on peut imaginer que si on sera complètement décalé, presque, on pourrait dire non. C'est presque indécent, on a envie de se dire, de proposer des prix de place à un moment donné où les gens seront en grande difficulté. Donc ça, c'est le deuxième aspect. Est-ce qu'on pourra changer le modèle pour pouvoir avoir des prix de place? Mais quand je dis changer le prix des places, je pense à la moitié. Je ne pense pas à 10% de moins. Je pense qu'on devrait avoir des prix de place qui devraient tourner autour de 100, 110 euros maximum, avec des places à 20, 25 euros. C'est là le seul espoir qu'on a de reconquérir un public. D'ailleurs, à chaque fois qu'on met des spectacles moins chers, on a des remplissages meilleurs. Donc ça, c'est un sujet qui est aussi dans le futur. C'est le futur immédiat, enfin, je pense. Voilà. Bon, après, je vais m'arrêter là parce qu'il y a tellement d'autres choses à dire sur le modèle. Il y a beaucoup de choses à dire sur la situation en Europe, la situation de l'opéra en Europe. Qu'est-ce qu'on veut pour cet opéra? Cet opéra, il ne faut pas l'oublier, il est en concurrence sérieuse avec les grandes maisons d'opéra internationales. C'est vraiment une lutte violente qui s'opère entre nous pour avoir les artistes. Ils ne sont pas très nombreux, les très bons artistes, les très bons chanteurs, les très bons metteurs en scène, les très bons chefs. Ils sont très peu nombreux. Donc, cette guerre, alors elle ne se joue pas tellement en termes économiques parce que dans l'ensemble, ce qu'on appelle le top fee des artistes est assez respecté plus ou moins partout. Donc on connaît à peu près chaque théâtre paye à peu près la même chose, donc ça ne se joue pas là. Ça se joue sur le projet artistique. Et si ça se joue sur le projet artistique, là, il faut un certain nombre de moyens pour faire des nouvelles productions, parce que vous avez des chefs d'orchestre ou des chanteurs qui souhaitent faire des nouvelles productions, qui n'ont pas envie de venir faire, justement, de rentrer dans une distribution pour une 7e fois, parce qu'on va faire le Barbier. Voilà. Donc ça, c'est aussi un autre sujet. C'est la question qu'a abordé Martin, qui est très importante. C'est la question des moyens pour pouvoir prendre des risques et pour pouvoir créer. Une maison d'opéra, elle a besoin de produire ses propres spectacles, parce que ses ateliers de décor, ses ateliers de costumes, ses répétitions avec l'ensemble des régisseurs, des machinistes, etc., tous ces métiers du théâtre, ils ont besoin de créer. Ils ne peuvent pas se satisfaire de reprendre simplement ou de louer des spectacles. Ils ont besoin. Le cœur de l'opéra, c'est la création. C'est que moi, je suis un salarié et je participe à la création de l'Opéra de Paris pour une œuvre. C'est très important d'un point de vue psychologique au niveau de la motivation et du désir de l'ensemble des salariés. Être protagoniste, c'est très très important, quels que soient les métiers du théâtre, de l'opéra. Donc le futur ne peut pas passer par une diminution. Il y aura peut-être des contraintes que je ne connais pas encore, mais cette question est un vrai sujet, et Martin l'a expliqué à travers le risque. Moi, j'irais au-delà du problème du risque, je dirais, c'est une nécessité. C'est une nécessité pour une maison d'opéra de créer. Je m'arrête parce que sinon je vais parler trop longtemps. Oui. Il y a plein d'autres choses à dire. Voilà. Mais écoutez, merci pour cette audition. Notre commission a eu l'occasion, il y a quelques années de cela, donc que l'ensemble des collègues n'ont pas forcément participé à ce déplacement, mais a eu l'occasion de visiter l'Opéra Bastille, ses coulisses, ses arrière-scènes. C'était absolument passionnant. Je crois qu'on aurait peut-être envie d'y revenir, Martin. On va organiser ça dès que, voilà, à la rentrée, si les conditions sanitaires le permettent, mais en principe, il n'y a pas d'excuse. Voilà, c'est toujours important d'être sur les lieux pour comprendre comment tout ça fonctionne. En tout cas, merci de vous être prêté à l'exercice. Nos meilleurs vœux de succès pour vos futures fonctions, et nous serons bien sûr attentifs à la situation des opéras, l'opéra national, les opéras en France, et puis bien sûr au devenir du secteur de la musique dans ces temps un peu compliqués. Nous avons un groupe de travail très à la pointe aujourd'hui qui a fait aussi des propositions que nous avons remis en main propre à la nouvelle ministre sur ces sujets. Voilà, vous avez pu suivre l'audition de Stéphane Lissner, directeur général de l'Opéra de Paris, et Martin Hajdari, directeur général adjoint. Ils étaient auditionnés par la Commission de la Culture du Sénat. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute l'actualité parlementaire sur notre site internet publicsénat.fr. Je vous souhaite une excellente journée à tous.